Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Hub des Territoires. Alors je suis Blandine Calcio-Godino, directrice écosystème et innovation de la Banque des Territoires et notamment en charge du pilotage du Hub des Territoires. Je suis particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui ici à Paris, mais également nombreux en distanciel pour ce premier temps d'échange de la journée autour de l'intelligence artificielle et des territoires. Alors nous sommes en marge du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, mais nous sommes bel et bien néanmoins au cœur des sujets en lien avec l'intelligence artificielle. Nous avons souhaité à la Banque des Territoires mettre en avant le sujet de l'intelligence artificielle justement dans les territoires et échanger ce matin sur les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle pour les services de relations aux citoyens. L'événement de la matinée est co-organisé avec l'AVICA, que je remercie tout particulièrement, et s'inscrit dans notre cycle Data IA Territoire lancé en novembre dernier. Alors l'objectif de ce cycle, c'est bien d'explorer les transformations numériques des collectivités, leur utilisation des données pour améliorer la relation aux citoyens, optimiser la mise en œuvre des politiques publiques et, in fine, répondre aux enjeux liés à la fois à la transition écologique et à la cohésion sociale. En novembre dernier, à l'occasion de la parution de la 3e édition de la note de conjoncture Data, IA et cybersécurité que nous réalisons annuellement avec la Poste, alors nous avions pu déceler de premières tendances fortes autour de l'IA. Tout d'abord, du côté des collectivités, en 2024, 36% des collectivités interrogées pour l'occasion déclaraient avoir déjà testé ou commencé à utiliser l'intelligence artificielle. Les domaines d'application sont variés. Politique environnementale, mobilité, gestion des déchets, gestion de l'eau, pilotage des consommations d'énergie. Les outils numériques augmentés par l'IA aident à prendre des décisions plus éclairées et s'avèrent très utiles pour optimiser la gestion des ressources ou pour évaluer les impacts environnementaux d'un projet. Alors, du côté des citoyens, ensuite, et toujours dans le cadre de cette note de conjoncture, nous avons réalisé un sondage auprès des Français avec Ipsos. On observe là que les réponses sont plutôt ambivalentes. Les Français sont globalement inquiets et méfiants face au développement de l'intelligence artificielle dans notre société, mais ils expriment également des attentes et pensent que l'IA va de plus en plus contribuer à gérer des enjeux complexes. Dans ce sondage, les citoyens exprimaient clairement que l'IA jouera un rôle important, voire essentiel, dans la gestion des consommations énergétiques, dans la gestion de l'eau ou encore dans l'accueil et l'information du public. Alors, au-delà de ces analyses, nous mettons à disposition sur notre espace digital numérique 360 un certain nombre de retours d'expérience, de ressources, d'avis d'experts qui sont nécessaires pour appréhender ces sujets qui, vous le savez, évoluent extrêmement vite. On y retrouve par exemple les nouveaux standards utiles aux porteurs de projets, comme le référentiel d'IA Frugal, récemment publié par l'AFNOR. Alors la diffusion et l'utilisation de l'IA restent cependant émergentes et de nombreuses collectivités se questionnent sur son utilisation dans la relation aux citoyens. Comment utiliser l'IA au service de l'intérêt général ? En améliorant la connaissance des usagers, l'IA ne risque-t-elle pas d'éloigner les collectivités locales des citoyens ? Autant de questions auxquelles nos intervenants apporteront ce matin leurs témoignages et leurs expertises, et je les en remercie par avance. Nous avons au Hub des Territoires vraiment à cœur de réunir les acteurs locaux, les collectivités, les entreprises pour faciliter les échanges et pour favoriser les réflexions et le passage à l'action. En 2024, nous avons organisé plus d'une centaine d'événements et comme ce matin, ces événements sont le plus souvent organisés avec nos partenaires. Alors, vous l'aurez compris, l'événement de la matinée est donc un premier temps dans cette journée. Cet après-midi, nous aurons également à 14h, au Hub des Territoires, un événement toujours sur l'intelligence artificielle et où viendront témoigner citoyens, entreprises et acteurs publics dans le cadre des premières concertations territoriales de l'IA lancées à l'initiative des interconnectés. Nous vous invitons, si vous le pouvez, à participer à cet événement qui s'inscrit complètement en complémentarité avec notre matinée. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel événement et je donne tout de suite la parole à Julie Stein, responsable sectorielle à la Banque des Territoires. Merci Julie.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Blandine. Donc j'animerai pour vous ce matin ce temps de débat qui s'inscrit donc dans ce cycle Data IA qui a lieu ici au Web des Territoires depuis novembre dernier. Comme l'a rappelé Blandine, c'est un temps qui s'inscrit dans une journée un petit peu particulière puisque nous sommes en plein sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle et nous aurons donc ici aujourd'hui au Web des Territoires une journée consacrée aux enjeux de l'intelligence artificielle avec ce matin ce temps de débat sur l'enjeu de l'usage de l'intelligence artificielle dans les services publics que l'on organise et je les en remercie encore avec l'association d'élus Lavica. Et nous aurons donc cet après-midi un retour d'expérience des attendus des acteurs locaux en matière d'usage de l'intelligence artificielle. On le sait aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut représenter des bénéfices dans l'accès et la délivrabilité aux services publics, pour mieux cibler les publics précaires, pour adresser des réponses personnalisées ou encore pour accélérer les processus de décision. Mais nous sommes en droit de nous demander comment cette intelligence artificielle doit rester d'intérêt général et continuer à servir nos démocraties. Nous sommes en droit de nous le demander déjà au regard de nos droits fondamentaux, puisque vous le savez, pour fonctionner, l'intelligence artificielle demande de connecter en masse des données personnelles. Et nous sommes donc en droit de nous demander comment seront collectées ces données, pourquoi est-ce qu'elles seront collectées et comment surtout elles seront protégées, mais également au regard de notre accès aux services publics, puisque nous le savons, des millions de Français sont déjà contraints dans leur accès aux services publics par la dématérialisation des démarches administratives. Alors comment l'intelligence artificielle ne serait pas une surcouche qui viendrait encore contraindre cet accès aux droits? Et surtout, Blandine le citait tout à l'heure, il y a eu un sondage d'Ipsos qui a démontré en effet que les Français étaient inquiets de l'usage de l'intelligence artificielle, mais qui a également montré que pour 24% des sondés, 24% des sondés, seulement déclaraient savoir comment fonctionne l'intelligence artificielle. On est donc aujourd'hui face à un enjeu fort pour que l'intelligence artificielle ne soit pas un nouveau vecteur qui viendrait encore renforcer l'exclusion numérique des plus fragiles ou contraindre, pour certains Français déjà très en difficulté, l'accès aux droits et aux services publics. C'est les questions et les enjeux auxquels nous allons répondre ce matin avec l'ensemble de nos invités. Et pour cela, je vais commencer par accueillir sur scène Madame Séverine Reynaud. Bonjour Madame Reynaud, vous êtes vice-présidente du département de la Loire en charge du numérique et vice-présidente de l'AVICA. L'AVICA, c'est une association d'élus qui agit pour un numérique pour tous, sur tous les territoires. Mais est-ce qu'en quelques mots déjà, vous pouvez me rappeler quels sont les objectifs de l'AVICA ? Oui, alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à excuser Patrick Chaise qui est notre président de l'AVICA et qui ne pouvait pas être présent ce matin. Et donc c'est un grand plaisir pour moi d'être à sa place ici, surtout en marge, et vous l'avez rappelé, du congrès, du Salon international de l'intelligence artificielle, avec... quand même une course effrénée à cette intelligence artificielle, deux blocs qui sont deux big states que sont les États-Unis et la Chine, avec des big tech que sont OpenAI et DeepSeek de l'autre côté chinois, avec des modèles qui sont différents puisque le modèle de ChatGPT est quand même très énergivore, est un domaine, est un modèle plutôt propriété privée, alors que DeepSeek nous annonce plutôt une open source et serait plus frugal. Donc voilà, et nous, mais qu'est-ce qu'on fait au milieu avec l'Europe et la France? Donc c'est important, je pense, que vous ayez organisé cette journée et je vous en remercie grandement. Alors, on a aussi eu l'allocution de notre président que j'imagine vous avez tous écouté dimanche soir et qui nous annonce 109 milliards d'investissements dans les années à venir sur l'intelligence artificielle. Et voilà, quelle sera notre part dans les collectivités? Je pense que c'est une question qu'on pourra se poser peut-être tout à l'heure sur la table ronde. Alors, l'AVICA, c'est une association d'élus qui est une association différente de l'ADF ou de l'AMF, c'est-à-dire des associations qui sont spécialisées soit sur les maires, soit sur les départements, les régions. C'est une association qui englobe l'intégralité des collectivités, de la plus petite à la plus grande, en passant par les syndicats. Donc il y a aujourd'hui 200 adhérents. On adresse quand même 67 millions d'usagers derrière. On est présent bien sûr en métropole, mais aussi dans les dom-toms. Et c'est une association qui ne traite pas de l'intégralité des sujets politiques, mais qui va traiter vraiment des sujets numériques. Donc on est au cœur vraiment des sujets qu'on va traiter ce matin. Voilà ce que je peux dire sur l'AVICA.
Au sein de la VICA, vous avez œuvré avec un groupe de travail justement qui a été dédié aux enjeux de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus et surtout me dire pourquoi, pour les élus de la VICA, c'est un sujet qui est important aujourd'hui ? Alors déjà, se rappeler que la VICA existe depuis une quarantaine d'années et qui travaille pour le numérique, l'audiovisuel, et a beaucoup œuvré dans les infrastructures numériques. Donc notamment le plan de déploiement de la fibre, qui était essentiel pour ajouter les services et usages auxquels on arrive aujourd'hui. Alors dans le conseil d'administration, on était unanime sur le fait qu'il fallait créer vraiment un groupe de travail autour de l'intelligence artificielle, parce que c'est des sujets qui intéressent bien sûr nos collectivités. Souvent, ils ne savent pas par quel bout le prendre. Souvent, c'est utilisé de façon intempestive par des agents qui se facilitent le travail et on peut les comprendre, mais c'est pas cadré. Donc, c'était un sujet dont il fallait se saisir, mais pas simplement en tant qu'IA. On voulait aussi, en opposition à ChatGPT, si on peut dire ça, hein, puisqu'on sait qu'il consomme à peu près l'équivalent d'une ville de 400 000 habitants, donc il est très énergivore. On est à la course au carbone, à la lutte contre le réchauffement climatique. On ne peut pas décemment se dire on va dans l'IA sans calculer le numérique responsable qui va avec. Donc c'est le deuxième thème de ce groupe de travail, c'est le numérique responsable, qui englobe bien d'autres choses, mais en l'occurrence aussi cet aspect énergétique. Et puis le dernier, c'est l'éthique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut avec cette intelligence artificielle ? Est-ce qu'on est prêt ? Parce que ça pourrait arriver, à ce que demain, 80% de notre population active soit inactive. Et donc, on n'est que 20% des actifs actuels qui soient actifs. Ça change complètement notre modèle, hein. On est basé sur un modèle basé sur le travail. Ça changerait ça. Donc, à mon avis, c'est pas la solution, mais c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on a envie d'une société qui soit complètement fliquée ? Je sais pas si dans la salle, vous avez eu l'occasion à l'époque de voir la série Person of Interest, où effectivement, c'est une intelligence artificielle qui va prendre par le biais des caméras qui sont disposées partout dans la ville. C'est très effrayant d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais on sait que ça se passe déjà. En Chine, on peut être verbalisé parce qu'on a jeté un papier, parce que la vidéo l'a vu. Donc, est-ce que c'est cette société-là que l'on veut ? Est-ce que c'est cette société qu'on veut laisser à nos enfants ? Donc, il était important que la FICA se saisisse de ces sujets et travaille avec les collectivités sur ce domaine. Vous l'avez un petit peu dit là dans vos propos, l'intelligence artificielle, c'est un nouvel outil pour piloter aujourd'hui l'action publique. Est-ce que vous pouvez un petit peu me dire quels types d'IA sont utilisés aujourd'hui par l'action publique et notamment par les collectivités territoriales ? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une progression assez rapide. On a aujourd'hui une commune sur deux qui utilise l'intelligence artificielle. En 2021, on avait à peu près identifié 5 projets de collectivités pour l'IA, sur l'IA. En 2023, il y en avait déjà 50. Je pense qu'au moment où on se parle, il y en a plus d'une centaine en France. Alors c'est sûr il y a des collectivités comme les régions qui représentent 75% de ces projets, qui sont certainement plus structurés, qui ont les moyens humains, les moyens financiers de développer ces projets. Mais on arrive à retrouver un bon pourcentage sur les métropoles, les plus grosses métropoles. Et on a quand même un pourcentage de communes de 3500 habitants, entre 3005 et 10 000 habitants, qui représentent, je crois, 14% des projets, alors qu'ils étaient complètement inexistants en 2021, voire même 2023. Donc c'est des sujets vraiment dont on se saisit. Les collectivités se saisissent fortement. Alors après, vous avez rappelé des chiffres. Effectivement, on a le regard aussi de nos concitoyens sur l'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a 6% de nos concitoyens qui rejettent purement et simplement l'IA. 45%, vous l'avez dit, qui sont inquiets. Mais entre 84, je ne vais pas refaire le détail, mais entre 84 et 72% de nos concitoyens qui sont convaincus que c'est un outil indispensable, et notamment dans les transitions. Les transitions énergétiques, environnementales, la gestion du transport, des déchets, la gestion relations usagers. Par contre, ils sont tous unanimes. C'est à 80%, on va dire, ils préfèrent avoir un humain en face plutôt qu'une intelligence artificielle. Donc ça, c'est vachement important, parce que qu'est-ce qu'on va mettre comme modèle, nous, en place, justement, pour répondre aussi à ce besoin d'interaction humaine, vrai humain, je veux dire.
Et justement, c'est la question qui nous occupe aujourd'hui. Comment est-ce que l'IA, elle peut changer la relation aux usagers s'il n'y a plus justement un humain derrière le guichet? Du côté de la VICA, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous accompagnez justement les territoires dans cette réflexion? Alors, la force de la VICA, c'est justement toutes ces collectivités qui peuvent échanger, alors à travers plusieurs formats, on va dire, hein, puisqu'on a deux trips, hein, le trip de printemps et le trip d'automne. Je crois que depuis 2023, on s'est saisi dans les tables rondes de ce sujet de l'intelligence artificielle dans les collectivités. Enfin, il y a eu plusieurs sujets. Il y a le dataton aussi, qu'il y a eu sur les DataVis et l'IA. Il y a aussi tous les webinaires que l'on peut dispenser, les ateliers, et on peut même mener des expérimentations en mode bac à sable avec les collectivités. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir permettre une réplicabilité à travers ce qu'on présente et cet échange que l'on a entre collectivités à travers toutes ces manifestations ou simplement ces webinaires, hein, ce qui évite de se déplacer, ce qui est bien pratique. Donc on va avoir tout un panel d'IA, enfin d'ateliers autour de l'IA, en sachant qu'il y a 4, parce que je vous ai pas répondu finalement, il y a 4 familles, grandes familles d'IA. Il y a l'IA générative qu'on connaît tous à travers ChatGPT. Il y a le Learning Machine qui, lui, est très prometteur parce qu'il accompagne vraiment, c'est du prédictif, et donc il va accompagner vraiment les territoires connectés dans les prédictions qu'on va pouvoir faire à travers les jumeaux numériques. Et donc c'est une IA qui est quand même très utilisée par les collectivités, je crois à 51%, l'IA générative l'étant à 52% à peu près. Ensuite, il y a toute l'utilisation de l'IA pour l'extraction de la vidéo. Donc on en a parlé avec Person of Interest. Donc je crois que ça doit être aux alentours des 20%. Et ça va se développer parce qu'il vous a pas échappé qu'on est quand même dans un pays où on a un sentiment d'insécurité qui est grandissant. En lisant la presse tous les jours, on s'affole. Donc on a beaucoup de collectivités, même les plus petites, qui s'équipent de vidéoprotection, d'où l'intérêt de border l'IA derrière, hein, pour savoir ce qu'on autorise et ce qu'on n'autorise pas. Et puis après, il y a le traitement du texte traditionnel. Voilà. Merci beaucoup Séverine Reynaud pour ce propos introductif. Comment l'IA, elle vient transformer la relation aux usagers et notre accès aux services publics. Certaines collectivités se sont déjà lancées et utilisent déjà l'intelligence artificielle pour accompagner les usagers, mais aussi pour soutenir les agents dans leurs accompagnements. Mais est-ce que justement l'usage de cette intelligence artificielle, elle est synonyme de plus de performance, et surtout est-ce qu'elle garantit un meilleur accès aux droits? C'est les questions que l'on va se poser maintenant, et je vais accueillir pour cela David Monteau, directeur de l'attractivité, du développement économique et du numérique à la métropole du Grand Paris, et Bruno Noyer, directeur des services informatiques et du numérique à la ville de Suresnes. Bonjour. Je sais pas où je me mets. Où vous voulez. Merci beaucoup à tous les deux de nous rejoindre. Donc on le voit, l'intelligence artificielle, ça peut représenter des potentialités pour améliorer l'accès aux services publics. Les administrations, les collectivités territoriales et les services publics l'utilisent donc déjà pour améliorer soit l'accès à leurs services, soit pour augmenter leur offre de services. Je vous en donne quelques exemples. Pour améliorer le diagnostic et la prévention en matière médicale, pour personnaliser les apprentissages, pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines publiques et les établissements publics, ou encore pour analyser les besoins territoriaux en consommation de l'eau, par exemple. L'enjeu de cet échange avec vous deux, c'est notamment de revenir sur les différents cas d'usage que vous utilisez déjà dans vos territoires, les potentialités que ça représente, mais également les risques dont il faut se prémunir. Et je vais commencer pour ça par vous, David Monteau. Vous êtes donc directeur de l'attractivité, du développement économique et du numérique à la métropole du Grand Paris. Pourquoi et comment la métropole du Grand Paris, elle s'est engagée sur l'IA aujourd'hui ? Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, merci. Alors première chose, peut-être quelques mots sur la métropole du Grand Paris quand même, parce que c'est important. Donc on est une métropole créée en 2016, c'est 130 communes, Paris et 129 communes autour. Donc notre objectif, c'est évidemment de faire travailler ensemble et de déployer avec ces communes des politiques publiques sur les grands enjeux de ce territoire, des grands enjeux de transition écologique, de transition numérique qui reviennent en force ces dernières années, alors qu'elles avaient peut-être été un peu oubliées, de transition aussi, disons, d'inégalité territoriale. Et donc, on déploie des politiques publiques vraiment avec les communes. Et donc, il y a
L'un des rôles, justement, me semble-t-il, de la métropole, c'est d'emmener, d'accompagner, de travailler avec les communes qui sont les agents, enfin qui travaillent vraiment pour les habitants, et donc c'est de créer une sorte de dynamique collective, mais aussi d'outiller, d'orienter l'ensemble des projets et des actions. Donc la métropole, depuis sa création, a identifié, porte des actions en matière de numérique au sens large, et qui s'est accélérée ces derniers temps. Et effectivement, depuis plusieurs années, on a mis en place une stratégie ou un plan d'action en matière d'intelligence artificielle. Et ça nous semble important, très tôt, ça nous semblait important d'affronter le sujet, c'est-à-dire de regarder, de travailler avec les communes, mais aussi tout l'écosystème qui fait vivre la ville. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, bien sûr, les agents des collectivités, mais il y a l'ensemble des entreprises, des opérateurs. La ville, c'est, comme vous savez, un écosystème extrêmement complexe. Et finalement, il faut et donc, au service de l'intérêt général. Et donc, il faut créer cette dynamique vraiment collective. Et donc, parmi les choses qui nous ont semblé importantes, il y a effectivement ce travail avec l'écosystème, donc participer, se rapprocher de tous à la fois des acteurs qui sont des acteurs du numérique, des clusters, etc. Par exemple, le Francia, des acteurs comme ça, bien sûr, et puis vraiment donc travailler avec l'écosystème. Donc ça, c'est un premier. C'est d'abord un travail collectif, le fonctionnement de la vie des collectifs et l'appréhension finalement des enjeux et notre capacité à répondre finalement aux enjeux que vient nous présenter et aux opportunités que présente l'intelligence artificielle devra être collective. Ça, c'est une première chose, donc se travailler avec l'écosystème. Deuxième chose qui est importante, mais c'est lié, c'est la capacité qu'ont l'ensemble des acteurs à s'approprier la problématique et la rapprocher de ces enjeux du quotidien. Et donc ça, c'est aussi tout un travail que nous faisons avec le travail de réseau finalement, d'une part avec les élus du territoire métropolitain, donc c'est un club, appelons-le comme ça, ou avec des rencontres régulières, et ça nous semble effectivement très important, en invitant un certain nombre d'intervenants aussi. Et on est vraiment des moments de discussion et d'échange. Et puis aussi avec les agents des collectivités, ça c'est très important, les agents des communes, à travers une sorte d'académie, on appelle réseau des explorateurs, ou aussi des sessions, disons, de formation ou d'apprentissage partagé et collectif. Donc donner les outils, les moyens, et finalement dégager du temps et apporter de la méthode pour réfléchir et pour voir appréhender comment les nouvelles potentialités de l'intelligence artificielle peuvent être appropriées, utiles pour les missions dont chaque agent a la charge. Et ça nous semble très important. Donc pareil, il faut avoir cette dynamique. Et ensuite, une troisième chose qui est importante, c'est vraiment les projets. C'est-à-dire qu'à un moment, ça c'est l'approche aussi qu'on a souhaité promouvoir, c'est que c'est quand même en faisant qu'on apprend, et donc il faut encourager et développer des expérimentations, des projets. Il y a sur le territoire métropolitain qui est très vaste, je rappelle, c'est plus de 7 millions d'habitants. Aussi, je n'ai pas dit, mais quand même un écosystème entrepreneurial d'entreprises, notamment dans le digital, qui est quand même extrêmement riche, y compris dans le numérique pour la ville. Et il y a aussi une hétérogénéité dans ces villes, un niveau d'avancement. Là, on va avoir un exemple d'une ville pionnière, mais c'est vrai qu'il y a aussi des disparités. Les villes, elles ont des réalités territoriales différentes. Et c'est notre rôle aussi de diffuser, d'expérimenter, de regarder ce qui se passe dans une ville et peut-être de proposer à d'autres de se l'approprier. Et donc, il faut vraiment que ça passe par des projets. Et donc, on accompagne et on suscite et on accompagne des projets, de l'accompagnement qui va être technique. On peut aider aussi à identifier des partenaires à partir de problématiques qui ont été trouvées. On a aussi un outil financier et on accompagne des projets. Donc, à travers un fonds, on a plus de 200 projets qui ont été accompagnés ces 5 dernières années, pas tous sur l'intelligence artificielle, mais autour, disons, du numérique, soit pour le fonctionnement de la ville, comment ça va transformer le fonctionnement de la ville, les différentes fonctionnalités, la gestion de l'énergie, la gestion des bâtiments, la gestion de l'eau, l'urbanisme, les silos de chaleur, il y a beaucoup de choses, d'une part, et puis après, donc vraiment sur l'innovation urbaine, et d'autre part sur le fonctionnement de la collectivité elle-même, les services publics numériques, etc. Donc beaucoup de projets, et c'est assez intéressant. Et notre enjeu à nous, ensuite, métropole, c'est d'assurer
potentiellement donc vraiment une évaluation et d'assurer donc l'accompagner cette expérimentation et voir si elles peuvent être diffusées, voire même déployées à plus grande échelle. Et c'est aussi ça l'intérêt. Alors c'est, je pense, une des raisons d'être de la métropole, mais c'est aussi un des intérêts du numérique, c'est que ça, comme vous savez, c'est une capacité de passage à l'échelle qui est important. Et pour un certain nombre de communes de la métropole, pour lesquelles il est plus difficile, pour plein de raisons, d'accéder à ces outils, finalement, le fait que ça soit porté par la métropole et qu'ils puissent, j'allais dire, l'offrir ou l'apporter, rendre finalement le niveau d'accès à ces outils plus bas, et ben c'est une chose importante. Donc ça, j'ai parlé de l'expérimentation. Donc on expérimente des projets qui sont vraiment portés par des communes. D'autre part, on accompagne des projets qui sont portés cette fois-ci par des entreprises et qui vont expérimenter sur le territoire métropolitain. Comme vous savez, l'une des manières aussi de faire rentrer les nouvelles technologies dans le fonctionnement, c'est être capable d'acheter des solutions et d'abord de les tester. Donc on a un programme qui s'appelle Quartier métropolitain d'innovation, qui avait d'ailleurs été lancé ici il y a quelques années. Et donc, on a une dizaine de villes qui expérimentent des innovations urbaines, aujourd'hui entre 5 et 8 par quartier. Donc là, on est vraiment on va tester sur le territoire et on accompagne des projets. Et enfin, peut-être pour boucler, il y a une autre dimension qui, de manière tout à fait complémentaire, il y a aussi la métropole elle-même qui déploie des solutions, cette fois-ci, mais vraiment à grande échelle, sur des grands politiques publiques que nous portons. Ça peut être la pollution lumineuse, hein, ça peut être la consommation énergétique des bâtiments. On travaille justement avec aussi la Caisse des dépôts. On a un projet qui a été cofinancé pour déployer aussi, pour améliorer l'efficacité d'outils de mesure de consommation énergétique des bâtiments publics. Aussi, on a un projet qu'on a lancé autour du monitoring intelligent des places de livraison. Pour optimiser le fonctionnement des livraisons, comment essayer de regarder comment ça fonctionne et proposer des optimisations. Voilà quelques exemples. Et là, c'est les projets qu'on déploie sur ce très grand territoire. Avec les communes, ça ne se fait jamais sans les communes, c'est avec elles, puisque l'échelon de proximité et du territoire, c'est évidemment les communes. Donc on travaille avec la maire, avec les communes pour développer des services. Donc voilà, j'étais un peu long, mais c'est pour expliquer un peu tout. On a mis en place un ensemble de dispositifs et de méthodes pour accompagner finalement, et on va voir qu'il y a des choses qui marchent pas, des choses qui sont approprié aussi, mais voilà, on veut essayer, arrêter vite quand ça marche pas ou quand ça pose des problèmes, mais par contre quand c'est prometteur, aider de manière accélérée à développer ces projets. Voilà. Avant de donner la parole à Bruno Noyer, de découvrir un projet qui a été concrètement accompagné par ce dispositif, un dernier mot, David Monteau. Est-ce que pour vous, l'IA, ça représente vraiment une opportunité pour mieux accompagner les usagers et avoir une meilleure relation au service public ? D'abord, il y a plusieurs enjeux. C'est-à-dire qu'il y a quand même déjà, je distinguerais, comme je l'ai fait rapidement tout à l'heure, le fonctionnement de la ville. Et là, il y a beaucoup d'enjeux. Finalement, c'est une industrie. À un temps, on parlait de smart city, je sais pas quoi, mais c'est un fonctionnement avec un écosystème avec beaucoup d'acteurs. Et là, comme dans l'ensemble de l'économie, il y a potentiellement des gains de productivité, donc aussi d'efficacité, donc aussi d'usage de l'argent public, qui doit être regardé. Je pense que c'est le sujet de la bonne utilisation de l'argent public et surtout dans le contexte actuel de raréfaction et qui risque d'être durable, être capable de voir comment on peut s'emparer de ces gains de productivité. Je pense que c'est une responsabilité. Donc c'est important de regarder là où ça doit l'être. Après, la métropole l'ensemble des collectivités, ce sont ces services publics aux UGG et donc il faut s'assurer qu'on remplit vraiment cette mission, notamment d'accès à tous aux services publics. Et là, l'enjeu, donc c'est une opportunité dans la productivité, bien sûr, d'efficacité, peut-être de développer des nouveaux services auxquels on ne pense pas. Ça, c'est très important. C'est pas seulement automatiser ce qu'on faisait déjà, et ça, c'est très important. Ça va transformer la manière de travailler et la manière dont sans doute, on peut interagir avec l'acteur public. Ensuite, il y a évidemment un énorme enjeu qui est celui de l'inclusion numérique. Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi une action... il y a plusieurs enjeux. Il y a la cybersécurité, mais on va peut-être pas en parler ici, mais qui est un énorme, évidemment, enjeu
qui s'accentue avec l'intelligence artificielle. En tout cas, l'intelligence artificielle propose de nouveaux défis. Et ensuite, il y a l'inclusion numérique qui reste un enjeu extrêmement important. Donc là aussi, il se trouve que dans notre stratégie, la métropole déploie aussi un programme numérique pour tous dans la métropole pour accompagner, vraiment aller au-devant des habitants qui sont les plus démunis vis-à-vis des nouvelles technologies et les aider, les former, leur donner de l'aide et de l'accompagnement. Voilà, donc il faut trouver, c'est... Bon, ça vous paraît menace et opportunité, mais il y a une vraie responsabilité, je trouve, de l'acteur public territorial. Il faut qu'on conserve la qualité et qu'on améliore la qualité de service, mais s'assurer qu'on remplit nos missions de service public. Et là, il y a une vraie responsabilité, effectivement, face à un déploiement technologique qui va être massif, avec quand même des investissements qui ont été annoncés et qui sont extrêmement importants. Voilà. Merci beaucoup. Bruno Noyer, vous avez donc été accompagné dans le cadre du dispositif Innover dans la ville. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'expérimentation que vous avez lancée? En quoi est-ce qu'elle consiste? Quand est-ce qu'elle a été mise en place? Donc bonjour, Bruno Noyer, je suis directeur du système d'information et du numérique de la ville de Suresnes. La ville de Suresnes, c'est une ville d'un tout petit peu moins de 50 000 habitants à l'ouest de Paris. Donc nous, on est effectivement expérimentateurs et on a un projet de guichet unique qui était qui s'inscrivait dans une volonté forte politique. Donc le maire, dans le cadre de son mandat, avait un volet de son mandat qui s'appelait simplifier la vie des familles. Au moyen d'un guichet unique. Donc en fait, ce guichet unique se repose sur 3 piliers. L'accueil physique, donc accueillir les gens à nos guichets qu'on a pu rénover grâce à des travaux. Repenser nos services en ligne pour qu'ils soient plus inclusifs, respectueux du RGA et de la sécurité, évidemment. Et puis on avait cet accueil téléphonique parce qu'on a quand même beaucoup d'appels. Donc voilà, c'était ces 3 piliers qu'on a eu à devoir mettre en place. Donc pour ça, en fait, on avait 3 objectifs. Ces objectifs, en fait, c'était la qualité de service, c'est-à-dire avoir une réponse de qualité dès le premier niveau. En fait, on est passé d'un standard où on recevait les appels et on les passait dans les services à un centre de contact ou centre d'appel, peu importe. Donc là, l'objectif, c'est que les agents de premier niveau puissent répondre à l'ensemble des questions. Donc, comme on l'a dit, une ville, c'est complexe, ça a beaucoup de métiers. On recense 200 métiers chez nous. Et pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions, il nous fallait mettre en place de nouveaux outils. Ces outils, on les a mis en place aussi dans une optique de transversalité. C'est-à-dire que quel que soit le guichet auquel je m'adresse, je dois avoir la même réponse. Donc si je suis à l'hôtel de ville, au centre administratif, à l'état civil, mais pourquoi pas à la médiathèque, on doit avoir la même réponse. Et donc pour ça, on a mis en place des bases de connaissances. Et en tant que bon gestionnaire, on va dire, quand on investit sur des outils, derrière, c'est pour avoir aussi un retour sur investissement. Et donc, l'efficience consiste ici à ne pas solliciter les experts de second niveau. C'est-à-dire arrêter de demander à un expert de l'urbanisme des questions simples sur comment je dépose mon permis de construire. Ça peut tout à fait être traité à un premier niveau. Donc voilà, ça c'était nos objectifs. Et le moyen, en fait, pour aboutir à tout ça, ça a été la mise en place d'un centre de contact. Et il se trouve que dans le contexte, on l'a augmenté, on va dire, avec l'IA. Donc on a réfléchi, on a monté un dossier. Ce dossier, on allait le présenter en premier, en fait, à la métropole du Grand Paris. Et on a eu quand même une subvention importante dans le cadre des projets innovés dans la ville, à hauteur de 30%, ce qui nous a aidé à le mettre en place. Et du coup, avoir une solution innovante, efficiente, pour un coût qui est pas supplémentaire. Donc, le maire, dans sa commande politique, était très clair dès le démarrage. Les Suresnois doivent avoir en première intention une personne. L'idée, c'est pas de les mettre en face d'un chatbot et se dire « ça y est, j'ai fait le boulot ». C'est pas du tout ça. Donc, en première intention, c'est un humain. Et l'enjeu, c'est comment on aide cet humain à bien répondre. Comme toutes les collectivités, de 8h30 à 18h, on sait répondre. En revanche, le soir et le week-end, on ne sait pas. Donc en fait, notre objectif, c'est de se dire ce que je mets en place la semaine, je le passe en mode automatique le soir et le week-end pour essayer d'avoir un service H24. On a quand même on le constate dans nos stats, on a des sollicitations à peu près tout le temps.
Donc, nos agents d'accueil, en fait, sont des agents qui sont polyvalents. C'est-à-dire qu'ils peuvent être, par exemple, le matin au centre de contact et l'après-midi en guichet unique. Derrière, on ne va pas leur imposer, en fonction de leur position et de leur temps dans la journée, différents outils. Donc, l'idée, c'était de vraiment tout embarquer dans un outil transversal et unique. Donc on a cette base de connaissances. Cette base de connaissances, elle est, on va dire, augmentée par l'IA. C'est-à-dire que quand vous téléphonez à la ville de Suresnes, donc vous tombez sur un humain, il y a un petit disclaimer d'abord qui vous dit que potentiellement votre conversation peut être enregistrée, vous avez tout à fait le droit de refuser, et à ce moment-là on débraye le système, mais si vous ne refusez pas, en fait, toute la conversation est analysée par une IA, et en fait cette IA propose à nos agents les articles qui correspondent au sujet. Donc ça veut dire que des personnes, parce qu'on a quand même dans les collectivités un peu de turnover aussi, donc des personnes qui arrivent sur le poste en fait sont complètement aidées et ne sont pas seules. Elles sont en permanence aidées par cet assistant. Donc ça remplace pas les gens, ça les assiste et c'était vraiment notre objectif. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, on essaye de répondre au premier niveau grâce à cette base de connaissances. Parfois on n'y arrive pas parce qu'on ne sait pas, c'est des questions qui sont un peu complexes. Et là, toujours dans une optique de service aux citoyens, pour pas faire répéter à la personne son problème au second niveau, en fait, l'IA, non seulement elle propose des articles, mais aussi elle est capable de faire un résumé. Et en fait, ce résumé est fait automatiquement. Et à la fin de la conversation, en fait, on fait tout simplement un copier-coller du résumé qu'on va pousser dans un outil qu'on a mis en place ou sur Teams, parce que parfois c'est plus simple. Et on va pousser le résumé de cette conversation. Et du coup, l'agent de second niveau, en fait, prend connaissance des informations et peut répondre plus facilement. Donc voilà, l'IA à Suresnes, en fait, elle sert à plusieurs choses, mais toujours en assistance des agents. Donc voilà le petit retour qu'on peut vous faire sur ce centre de contact. On est effectivement un peu expérimentateur, c'est-à-dire qu'on a expérimenté d'autres choses qui n'ont pas forcément fonctionné comme on le souhaitait. On a testé des chatbots. Alors oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, toute cette base de connaissances, elle fonctionne aussi en mode automatique, donc le soir et le week-end. Donc ça, elle est interrogeable par un chatbot. Donc classiquement, je pose des questions, elle répond. Volontairement, aujourd'hui, on est sur une IA qui est forte, on va dire, pour comprendre les intentions, les questions. Sur les réponses, au moment où je vous parle, on propose des réponses qui sont des réponses plutôt fermées. Voilà, parce qu'on est certain de notre réponse et c'est important. Je vous le disais juste avant, on a testé d'autres IA génératives qui étaient super. Donc quand on lui posait des questions générales, elle savait répondre. Par contre, quand on lui demandait les horaires de la piscine, 2 fois elle répondait bien, puis la 3e fois, elle hallucinait, elle nous sortait des horaires d'ouverture qui n'étaient pas bons. Donc on s'aperçoit qu'en service public local, ça c'est juste pas possible. Donc voilà, pour l'instant, c'est pour ça qu'on est sur cette IA un peu, qui est sur des réponses pas génératives, on va dire, mais fermées. Autre point aussi sur cette IA, c'est que ce qui est fait par chatbot est aussi fait par voicebot. Donc quand les personnes, et notamment, je ne sais pas vous dire pourquoi, mais tous les lundis on a 2 fois plus d'appels que les autres jours de la semaine. En fait, quand les files d'attente s'allongent au bout d'un certain moment, quand on sait que ça va durer plus de 20 secondes, en fait on propose à nos usagers soit de demander à être appelés, et donc après il y a un petit algorithme qui fait qu'on rappelle automatiquement, soit de passer en conversation avec le voicebot. Mais c'est son choix, et à ce moment-là, il passe sur le voicebot et il peut avoir ses réponses. Donc voilà ce qu'on a pu tester à Suresnes. C'est donc une intelligence artificielle qui accompagne surtout pour l'instant les agents de la ville de Suresnes. Est-ce que vous avez déjà eu un retour des agents sur l'aide que leur apporte cette intelligence artificielle ? Oui, effectivement. Aujourd'hui, les différentes IA qu'on met en place sont des IA qui sont en assistance de nos agents. Donc le retour des agents, en fait, surtout, et on le remarque pour les nouveaux embauchés, c'est un retour qui est vraiment très très positif, où ils se sentent pas tout seuls, où ils sont accompagnés par ces réponses. Et pour compléter le propos, ça nous permet aussi d'avoir des réponses qui sont formatées. Et comme aujourd'hui la majorité des personnes qui nous appellent depuis des smartphones, en fait, on a mis en place un petit système où on sait copier-coller la réponse et on envoie à la personne la
la réponse sur son 06 par SMS. Donc c'est des choses qui sont aussi appréciées, parce que ça évite d'expliquer pendant 5 minutes la liste des pièces qu'il faut pour faire un passeport quand on a 2 enfants dont un parent né à l'étranger, enfin le truc où la personne en gros, une fois qu'on a fini, elle est un peu perdue. Là on lui envoie directement la réponse, elle a soit le lien, soit la réponse écrite, et du coup on a une vraie satisfaction. Donc notre prochaine étape maintenant, ça va être effectivement d'aller mesurer la satisfaction des usagers. On a une enquête AFNOR annuelle, donc ça voilà, on est dans cette logique-là. Là, notre prochaine étape, c'est essayer de le faire de façon plus systématique pour voir nos points d'amélioration. Merci beaucoup. Je vais maintenant accueillir nos 2 autres intervenants, Gabriel Duboucher pour le Défenseur des droits et Hubert Guillot pour le Conseil national du numérique. A priori. Et je vais d'abord commencer par vous poser une question à vous, Gabriel. Donc, vous êtes chargé de mission numérique, droit et liberté pour la Défenseure des droits et vous êtes notamment la rédactrice du rapport Algorithmes, systèmes d'IA et services publics, quels droits pour les usagers, qui a été publié en fin d'année 2024. Dans ce rapport, vous rappelez bien sûr les garanties fondamentales dont doit bénéficier l'usager lorsque une décision est prise sur la base d'un système d'IA, que ce soit une IA générative ou qui se base sur un algorithme. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus sur les avantages, mais aussi les points d'attention à avoir quand on utilise ces technologies ? Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour ces premiers retours d'expérience tout à fait intéressants, je trouve. Juste peut-être un mot pour vous dire, vous rappeler plutôt brièvement d'où je parle. Le Défenseur des droits, donc une institution qui est inscrite dans la Constitution et qui a notamment, mais c'est seulement une de ses 5 missions, pour mission la défense des droits des usagers des services publics. Et c'est donc à ce titre que la Défenseur des droits a consacré un rapport à ce sujet en fin d'année dernière, comme vous l'avez indiqué, qui porte précisément donc sur les algorithmes et les systèmes d'IA. Je crois que nous, on souhaite vraiment insister sur la qualité de système et pas d'IA en général, qui nous semble plutôt correspondre à un champ disciplinaire, mais du coup parler de ces systèmes. Et effectivement, on n'ignore pas du tout les avantages que peuvent représenter ces systèmes, par exemple pour assurer un calcul efficace et rapide des droits ou par exemple pour attribuer des places en crèche. Mais notre point d'attention, parce que c'est notre compétence, c'est de faire attention aux droits des usagers. Et du coup, ces systèmes, s'ils peuvent par exemple permettre d'accélérer les processus, ou s'ils peuvent même aussi, c'est un autre avantage qu'on y voit cette fois-ci avec notre casquette lutte contre les discriminations, ils peuvent permettre de retracer tout le cheminement des décisions. Et ces systèmes sont parfois moins arbitraires que les agents. Ça nous semble aussi être un intérêt à tout à fait envisager. On est vigilant du coup sur les impacts et plutôt les conséquences sur les droits des usagers. Et en particulier, notre prisme pour ce rapport a été la façon dont ces systèmes et ces algorithmes sont parfois utilisés pour prendre des décisions administratives individuelles, qu'elles soient partiellement ou entièrement automatisées, puisque c'est désormais, depuis 2018, tout à fait légal. Et donc, on a souhaité envisager les choses avec les 2 enjeux majeurs qui nous apparaissaient. Le premier, c'est l'intervention humaine, puisqu'effectivement, il y a des cas où il doit y avoir une intervention humaine au moment de la prise de décision. Cette décision ne peut pas légalement être complètement automatisée. Et du coup, on soulève un certain nombre de constats, d'enjeux et on fait des recommandations à cet égard. Et le second enjeu, c'est celui de la transparence, parce que c'est pas du tout un nouvel enjeu. C'est un enjeu vieux comme tous les autres principes, grands principes du service public, mais qui trouve, avec cette automatisation, une problématique renouvelée dans la façon dont il atterrit. Séverine Reynaud, vous êtes vice-présidente de l'AVICA, mais vous êtes également vice-présidente du département de la Loire en charge du numérique. Et sur votre territoire, de nombreux projets s'appuient sur l'IA. Est-ce que vous pouvez nous faire, du point de vue de votre territoire, un retour d'expérience ? Oui, alors j'aimerais vous en faire un encore plus grand. On s'est saisi justement de la gestion en relation usagers et c'était très intéressant parce que nous, on a le chargé de mission qui est parti, donc le projet est resté un peu en stand-by parce que c'est aussi ça les collectivités. Mais effectivement, on a dans l'intention, mais exactement comme vous l'avez pensé, on a la même réflexion à l'échelle du conseil départemental avec ce souci de garder l'humain. Donc je ne vais pas en parler
parler plus puisque ça a été très bien expliqué et je pense qu'on va se rapprocher de vous d'ailleurs parce que c'est ça qui permet la réplicabilité aussi. On a plusieurs projets. Là, on va rentrer en phase de test sur Delibia, qui est connu de quelques collectivités. Je crois qu'ils en adressent à peu près 600. Avec le souhait quand même d'embarquer la collectivité. Et ça, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais c'est pas si simple que ça d'embarquer les agents d'un côté dans les différents pôles. Alors, on peut avoir des pôles qui sont beaucoup plus avant-gardistes, on va dire, sur les sujets de l'IA, mais on a aussi des politiques publiques qui ont un peu de mal à s'y mettre, et pourtant elles ont autant besoin que les autres. Et les élus, c'est un petit peu la même histoire, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas au même niveau d'acculturation. Donc on se dit qu'à travers ce Delibia, le questionnement que chaque directeur et chaque DGA peut faire dans sa politique ou ses politiques, de comment on peut améliorer avec un travail en parallèle des ressources humaines, parce que ça va changer les métiers, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, ça va changer les missions de nos agents, donc il va falloir redéfinir tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est sur le point de démarrer. Alors je ne peux pas vous faire un retour d'expérience, mais j'attends beaucoup de Delibia. Et qui va être un outil autant pour les agents d'ailleurs que pour les élus, parce que ça nous permet d'extraire, d'analyser beaucoup de choses et rapidement, des choses qu'on n'avait des fois pas le temps de faire ou qu'on sous-traitait, c'est-à-dire que même financièrement je pense qu'on aura des gains parce qu'on avait des fois recours à des AMO, alors là on pourra peut-être traiter en interne. On a aussi alors on va peut-être parler un petit peu de cyber, parce que monsieur disait tout à l'heure on va pas en parler. On a lancé une expérimentation sur le territoire, on est assez en avance sur le territoire de la Loire sur la cybersécurité. Mais quand je dis cybersécurité, c'est la protection en tant que département, et nous, le conseil départemental porte le SDAN, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, c'est souvent des syndicats. Là, c'est le conseil départemental, et c'est une des fiches actions de ce SDAN, de protéger les collectivités en matière de cybersécurité. Aujourd'hui, on a à peu près, sur 323 communes que possède la Loire, on a à peu près 160 communes qui sont équipées du Detoxio, qui est fabriqué par une start-up stéphanoise, donc de notre territoire, avec une cybermétéo. Donc c'est un outil qui est très facile, et ce Detoxio va bloquer les IP louches et toxiques, hein, pour faire simple, du système d'information. On a des petites communes qui sont équipées de 50 habitants, hein, jusqu'à des plus grosses communes, voire des EPCI même. Et les SDIS même, les compagnies de SDIS. Sauf qu'on s'est rendu compte que en fait c'est assez pratique, puisqu'on voit, quand on voit des tornades, souvent c'est qu'on a une faille de sécurité sur son firewall ou un autre logiciel du système d'information. Mais on s'est rendu compte que sur la petite commune, souvent le maire il travaille par ailleurs, hein, il n'est pas que maire, donc il voit peut-être les tornades, mais il prend pas le temps, et il n'a pas le temps matériel de traiter le sujet. Donc en général, il se dit mon prestataire va le faire, mais le prestataire c'est pareil, hein, il n'a pas que la commune comme client. Donc lui, il va pas la traiter, et puis c'est comme ça qu'on voit que ça fait 15 jours que la collectivité est attaquée. Alors c'est bloqué, mais combien de temps ça va tenir, on le sait pas. Donc on s'est dit, si on y mettait de l'IA, avec une analyse justement de ces flux, et pouvoir envoyer, alors soit directement en mairie s'il y a quelqu'un qui peut s'en occuper, soit au prestataire, des recommandations, des préconisations sur ce qu'il faut faire rapidement sur le système d'information. Donc ça serait le premier niveau où on utiliserait l'IA. Et le deuxième étant du prédictif, c'est-à-dire on sait que, parce que heureusement pour eux, Serenicity sont un petit peu partout en France, mais ils sont en lien avec l'ANSSI et la gendarmerie, la cybergendarmerie, etc. Donc quand on constate des attaques sur des types de modèles de systèmes d'information, qu'est-ce que on va pousser sur nos Detoxio dans la Loire, des solutions ou des patchs à mettre en œuvre, etc. Donc ça, c'est plus du prédictif qu'on va faire dans un deuxième temps. Ensuite, on a un projet, donc ça c'est la partie cyber, on a un projet qui est encore pas financé aujourd'hui,
parce que les DIAT, la vague DIAT s'est arrêtée pour les collectivités, malheureusement. Je dis bien malheureusement parce que je pense que pour aller dans l'intérêt général, on a besoin que les collectivités soient dans la course, en forme de consortium notamment, mais on va en reparler peut-être tout à l'heure à travers notre projet Loire Connected. Et on a le projet d'un centre de sécurité départemental qui va gérer la sécurité, autant la vidéoprotection dont on parlait tout à l'heure, pour la sécurité de nos concitoyens. Et là encore, on a la difficulté de la petite commune qui n'a pas les agents pour traiter l'information, ou à qui ça prend énormément de temps lorsqu'elle a une réquisition du procureur pour aller saisir des images. Ça leur prend des heures d'aller chercher, alors qu'une IA est tout à fait en capacité de le faire très rapidement. Mais c'est aussi la sécurité de nos réseaux fibres notamment, nos réseaux télécoms, parce que on sait qu'on est attaqué, on l'a vu pendant les JO. Ce qu'ils ont coupé, c'est la fibre sur le réseau SNCF. Donc on a cette force, mais on a aussi cette fragilité, et je pense qu'il faut la prendre en compte. C'est la sécurité de nos espaces verts, et notamment à travers les SDIS, détecter les départs d'incendie. 10 minutes de détection en avance, c'est des hectares qui ne sont pas brûlés. C'est la sécurité de nos espaces naturels sensibles, voilà. Donc ça, c'est un projet, c'est un gros projet auquel on pourra rajouter des briques, qui nous tient à cœur, mais qui, à ce jour, n'est pas financé, par exemple. Voilà. Et vous êtes aussi lauréat de l'appel à projet démonstrateur d'IA Frugal au service de la transition écologique dans les territoires, qui est opéré par la Banque des Territoires dans le cadre du projet France 2030, avec un projet qui s'appelle Hyperviseur. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Alors, ce projet s'appelle Loire Connected. Il a 3 objectifs. Le premier, c'est de passer à l'échelle, puisque la Loire, elle a commencé à être fibrée en 2005. On est en avance sur le déploiement de la fibre. Donc, on a travaillé les services et usages en avance grâce au syndicat d'énergie de la Loire, le Ciel. On a pu faire beaucoup d'expérimentations. Donc, ce projet, il permet le passage à l'échelle de tous les cas d'usage que vous connaissez tous. C'est la gestion des déchets, c'est l'éclairage public intelligent, les routes connectées, la gestion énergétique des bâtiments. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est la création d'un hyperviseur de territoire qui permettra, et je rebondis sur sur le projet de centre de sécurité départemental, qui se servira de cet hyperviseur de territoire, qui est un jumeau numérique en fait, et qui va pouvoir traiter l'information, l'analyser, prédire, etc. Donc c'est cette création de cet hyperviseur. Et on voulait, à l'échelle du département, moi je souhaitais qu'on reste proche de l'humain et qu'on réponde à des vraies problématiques ligériennes, mais qui sont nationales. C'est comment on maintient à domicile les personnes âgées, notamment, de façon sécurisée, et comment on baisse la facture énergétique dans le logement social. Voilà, parce qu'on a un territoire avec des revenus très modestes, et c'est quand même quelque chose qui est important. Alors je vais parler de l'onglet IA, puisque on a créé un consortium en triple hélice, puisqu'on a des collectivités que sont le Ciel, le syndicat et nous-mêmes. Loire Habitat, qui est le bailleur social départemental sur lequel se font ces projets. Mais on a aussi l'École des mines, Télécom Saint-Étienne et l'IRUP, qui sont le monde académique, et qui nous développent notamment la box des fragilités, où il y a de l'IA dedans, et je vais vous expliquer comment. Et on a 2 entreprises. Et on se rend compte, en fait, que ce modèle de collectivité, monde académique pour tout ce qui est recherche, développement et entreprise, en fait, c'est un trio gagnant. Ça fonctionne très, très bien. Nous, on a les besoins, on est les sondes du territoire, la partie collectivité. Les universitaires travaillent dessus, recherchent et trouvent des solutions. Et l'entreprise, elle industrialise le modèle qu'il faut. Donc, la box des fragilités, elle a de l'IA à l'intérieur, et elle va, à travers les capteurs que l'on va mettre dans le logement de la personne qui est maintenue à domicile, analyser les signaux faibles et identifier la perte d'autonomie, la mesurer, et elle pourra bien sûr alerter soit les dents, soit le SDIS, ça dépend de l'urgence à faire, mais en tout cas elle va pouvoir prédire ça, et c'est pas un petit sujet. Parce que on a notre baby boom après-guerre qui arrive, ils vont arriver à peu près dans l'âge des 85 ans en 2030. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup de maintien à domicile, mais on n'est qu'au début, on n'a pas vu encore arriver le dessous de l'iceberg. Voilà. Donc, et là, on met effectivement de l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup, Gabriel Duboucher. Dans votre rapport, vous démontrez que les acteurs publics locaux ne sont pas forcément passifs face à l'usage de l'IA, même quand il est descendu par une administration nationale. Et vous prenez par exemple l'exemple de Sciences Po Bordeaux, qui s'est réapproprié l'algorithme de Parcoursup avec un algorithme maison, qui permet d'avoir une sélection plus diversifiée des étudiants. Les résultats en sont frappants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Merci de mettre la lumière là-dessus. Effectivement, je pense qu'on a tous à l'esprit Parcoursup. Il y a deux algorithmes qu'il faut bien distinguer. Il y a l'algorithme qui est mis en œuvre par le ministère, qui est un algorithme d'appariement. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est plutôt les algorithmes qui peuvent, c'est pas systématique, être mis en œuvre par les établissements d'enseignement supérieur et en particulier ceux qui reçoivent un très grand nombre de candidatures qui doivent être traitées dans un laps de temps en réalité extrêmement court. Et on a entendu parler de celui de Sciences Po Bordeaux qui me semble très intéressant parce qu'effectivement, il démontre, je crois, que les algorithmes sont des objets politiques aussi, en ce que les règles qui les composent sont en fait les conséquences des choix qui ont été faits par les humains derrière. Et effectivement, c'est assez simple du coup de considérer que pour cet algorithme dit maison, le critère principal qui a été retenu, c'est pas celui des notes de l'élève, mais c'est celui de l'écart entre les notes de l'élève et la moyenne de la classe. Et avec ce seul changement dans la règle principale qui fait fonctionner l'algorithme, on observe qu'il y a des résultats en fait très différents parce que si on prend la cohorte des élèves qui ont été déclarés admissibles en utilisant cet algorithme et qu'on la compare à la cohorte des élèves déclarés admissibles si Sciences Po Bordeaux avait utilisé l'outil qui est proposé par le ministère, on observe, c'est juste des exemples, 3 séries assez frappantes, je crois. La première, c'est ce qui concerne les élèves des lycées cordés de la réussite, où ils passent de 18% donc déclarés admissibles en utilisant l'algorithme maison à 3% si on avait utilisé l'outil du ministère. Les élèves boursiers passent de 12% à 6%, donc dans l'algorithme maison, enfin avec l'algorithme maison Bordeaux et avec l'algorithme du ministère. Et de la même manière, des résultats assez frappants pour les élèves originaires des dom-tom. Donc j'ai pas mes lunettes, mais on passe de 8,5% à 3,5%. Et voilà. Et je crois qu'on a du coup sous les yeux un exemple assez frappant de ce que, avec quelque chose en fait de réalité de très simple, mais qui implique d'avoir une réflexion sur comment on décide que l'algorithme va fonctionner et quels critères il va prendre en œuvre, on a des résultats qui sont frappants et très différents. Dans votre rapport, Gabriel, vous recommandez également de soutenir les démarches visant à favoriser la compréhension et le débat public sur le sujet, et c'est justement l'objet des cafés IA qui ont été lancés par le Conseil national du numérique et qui permettent justement de mieux mesurer les inquiétudes, les interrogations, mais également de permettre aux citoyens de débattre sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Bonjour Hubert Guillot, vous êtes justement rapporteur du CNUM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà sur ce que sont ces cafés IA et comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Bonjour à tous. L'initiative de Café IA, que vous allez retrouver sur caféia.org, c'est une initiative de dialogue en fait autour de l'intelligence artificielle et de ses enjeux. Notre objectif, c'est de créer un espace d'écoute, de rencontre, un moment de débat, d'échange sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un moment, ce qu'on a imaginé en fait, c'est un temps d'animation disponible pour tous, qui peut prendre des formes très différentes, mais sur le site, vous avez en fait sont rendus disponibles des modalités d'animation, des modalités d'information sur qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que l'IA fait au travail. Et donc l'enjeu pour nous, c'était vraiment de dire comment est-ce qu'on peut imaginer ou faire dialoguer la société autour de cette inquiétude en fait et de cet enthousiasme autour de ces technologies pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Notre seul enjeu, c'est vraiment de trouver ou de créer un moment convivial entre citoyens, que ce soit à l'école, au travail, au sein d'une collectivité territoriale. Café IA vise à fédérer, à soutenir, à promouvoir et rassembler les initiatives de débat, en fait, de partage de connaissances sur l'IA, menées en vue de la diffusion d'une culture populaire du numérique. Donc, c'est un moment d'échange, c'est un petit atelier, 1 heure d'animation qui peuvent être proposés pour des agents publics, pour des organisations, pour des collectivités. C'est un moment un peu informel, le nom le dit lui-même, hein, c'est un moment de café, c'est un moment un peu horizontal, et qui a pour but de
poser des questions, de permettre aux gens de discuter un petit peu de ces enjeux et de ces sujets, de les confronter entre les uns et les autres, et d'initier un premier débat ou une première compréhension en fait de ce qui se passe ou de ce qui transforme notre société aujourd'hui. Alors, nous avons voulu faire Café IA, c'est une démarche contributive, évolutive, adaptative, qui est portée non seulement par le Conseil national du numérique, mais également par d'autres acteurs, la NCT, l'INRIA, la MENNUM. Il y en a beaucoup, et nous sommes convaincus en fait au Conseil que c'est par le dialogue de proximité que nous parviendrons à construire une relation à la technologie qui soit porteuse de sens. Et voilà, et c'est tout l'enjeu en fait justement de ce nom, de dire qu'on peut ouvrir aussi des moments de compréhension et d'échange sur ces enjeux. En fait, derrière Café IA, pour nous, il y a une vision un peu de la démocratie en tant que conversation permanente en fait, une démocratie qui soit vécue un peu partout, à chaque instant, dans tout le pays, en tout lieu. Voilà, et c'est vraiment cette idée de se construire, de se vivre, de s'interroger ensemble en fait autour de ces nouvelles technologies qui arrivent, qui débarquent de partout, et de prendre ou de créer un moment d'échange en fait autour de ça pour commencer en fait à culturer et à comprendre ce qui se passe. Pour mettre un petit peu de contexte, au Conseil national du numérique, ça fait longtemps que vous œuvrez pour que le numérique s'inscrive dans le débat public. En février 2021, notamment, vous aviez fait une publication Civilisation numérique, ouvrons le débat, qui a été le point d'orgue de la démarche itinéraire numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Enfin, le Conseil, l'une de ses vocations, c'est justement de créer du débat sur les enjeux technologiques depuis l'origine. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, en 2021, on a eu cette première publication Civilisation numérique, et qui a donné lieu, en fait, à des rencontres un peu partout en France, et qui a initié une autre démarche qu'on appelle, vous les retrouvez sur le site du Conseil, des petits livres itinéraires numériques. Le temps du débat, qui encourageait justement au déploiement d'une culture numérique partagée. Voilà. En mars 2024, la Commission de l'intelligence artificielle a remis au président de la République un rapport intitulé IA, notre ambition pour la France. Et la première des 25 propositions de la Commission appelait à créer les conditions d'une appropriation collective de l'IA et de ses enjeux, afin de définir collectivement les conditions dans lesquelles elle s'insère dans notre société et nos vies quotidiennes. À ce titre, en fait, la Commission encourageait à investir dans des lieux du quotidien et recommandait de créer de nombreux espaces d'échange à destination du public. C'est ce qu'on a appelé très rapidement les cafés IA, en fait, et qu'on a mis en place à partir de mai de l'année dernière. Et justement, depuis mai de l'année dernière, est-ce que vous pouvez nous dire quels premiers enseignements vous tirez de ces premiers mois-là ? Quels sont les constats, les craintes exprimées par les citoyens, les souhaits qu'ils auraient vis-à-vis de l'IA ? Alors, juste pour donner quelques chiffres, mais qui ne sont pas à jour, ce sont des chiffres de septembre. En 6 mois, on estime que l'initiative a permis de toucher à peu près 5000 citoyens, pour 4/5 d'entre eux en dehors de Paris. Et que des cafés IA ont été organisés par plus de 75 entités publiques et privées. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est pas que nous, le Conseil national du numérique, nous organisions les cafés. En fait, nous mettons en place des outils d'animation, des outils de compréhension, des kits pédagogiques pour que ces cafés puissent s'aimer, puissent être pris en charge par des conseillers numériques, par des collectivités, par des organisations, des entreprises, que chacun puisse en fait, on donne une recette, on a une petite recette inratable des cafés IA, très très simple à mettre en place et qui permet en fait vraiment de dispenser un moment d'animation autour de ce sujet. Donc voilà, le premier retour c'est celui-là. Il faut qu'on mette quand même un petit peu nos chiffres à jour. Je pense qu'aujourd'hui
aujourd'hui, il y a encore plus de partenaires et plus de diffusion en fait de ces cafés au-delà de là. Et les constats exprimés, alors côté administration, on trouve quand même un fort engouement des structures pour cette modalité de partage et de discussion très accessible, très simple en fait, très facile à mettre en place. Pour beaucoup, c'est un moyen en fait d'initier des débats, de parler de choses compliquées ensemble en fait, de discuter des enjeux, et ils sont importants. Les constats partagés côté usager, on entend à la fois les craintes et l'enthousiasme, hein, comme vous l'avez dit. Par exemple, on a aujourd'hui des conseillers numériques qui peuvent être assez inquiets des développements de l'IA, des professeurs également très très inquiets sur le sujet, tout en reconnaissant qu'ils l'utilisent eux-mêmes. Donc ça permet en fait d'initier d'autres formes de discussion et de dépasser en fait ses propres appréhensions, ses propres limites, ses propres préjugés qu'on peut avoir autour de ça. Est-ce que justement l'échange et la discussion, c'est la clé pour vous pour rassurer les usagers ? Alors, le but, ce n'est peut-être pas de rassurer, en fait. Le numérique, ça pose aussi des questions de fond dont il nous faut débattre. Et l'enjeu est bien de faire dialoguer tous ces acteurs pour qu'ils se mobilisent sur ces enjeux à venir. Pour nous, l'IA ne sera responsable que si elle fait participer les publics. Quel impact à ces spécifications même. Hein. Le dialogue est nécessaire. C'est une première étape. On peut voir les cafés IA comme un moyen d'initier un débat sur la place de l'IA et les restructurations qu'elle développe sur la société. Mais c'est aussi un levier pour initier, alors une forme très timide, mais une première forme de dialogue social, de dialogue démocratique en fait, sur les impacts de l'IA, de faire participer les gens, d'initier des modalités, peut-être même pour aller plus loin derrière, d'autres débats, d'autres cafés IA, ou des modalités plus structurées de consultation, de participation à l'encadrement de ces systèmes. Nous, on n'a pas vocation à dire que l'IA, c'est positif ou négatif. Hein. Notre enjeu, c'est vraiment de faire essaimer un dialogue constructif sur la transparence des déploiements, sur le dialogue social autour de ceci. Le but n'est pas que de lever des inquiétudes, mais c'est bien de faire qu'elles s'expriment, en fait, et qu'elles soient prises en compte. Par exemple, lors d'une matinée qu'on a organisée la semaine dernière au CESE et avec le CESE, on a eu beaucoup de représentants de la société civile, des syndicats qui sont venus prendre la parole pour dire leurs craintes effectives face à ces déploiements actuels. Hein. Et l'enjeu, c'est pas de les mettre sous le tapis, c'est vraiment d'ouvrir les questions que ça pose et de les traiter. Par exemple, vous avez le travail de l'Observatoire des algorithmes publics, ODAP.fr, qui a enquêté sur 75 algorithmes publics et qui montre, par exemple, que très peu de ces algorithmes sont documentés sur leur financement, sur leurs évolutions, sur leurs impacts, sur leurs enjeux, sur leur fonctionnement même. Hein. L'IA nous force à faire en fait un peu plus d'efforts pour documenter ce qu'il transforme, notamment parce que son fonctionnement est un peu plus complexe en fait. Le défenseur des droits nous invite les administrations publiques à regarder le numérique en s'appuyant sur les problèmes que font remonter les publics qui y sont confrontés afin d'améliorer les processus mis en œuvre. Nous partageons exactement ce même constat et ces mêmes enjeux au Conseil. Merci beaucoup Hubert. Je me tourne du côté des autres intervenants et notamment de ceux qui sont représentants de collectivités. Est-ce que vous voulez réagir ? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette démarche de Café IA ? Alors, je pense que c'est essentiel. Nous, on a dans notre programme pour une intelligence artificielle responsable, en fait, on avait un volet expérimentation et puis il y a un second volet qui est un volet acculturation qui est hyper important. Et en fait, il y a quand même 1 an et demi, on partait à peu près tous du même niveau, c'est-à-dire que l'IA, c'est quelque chose de nouveau. Donc on a monté une matinée où on a pris tous nos chefs de service, directeurs, direction générale, mais aussi tous nos élus. On les a mis ensemble, en fait, avec une première partie qui a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie, pour expliquer ce que c'est l'IA, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait pas, qu'est-ce que c'est pas aussi. Donc voilà, ça a permis de mettre
tout le monde à peu près au même niveau. Et dans un second temps, en fait, on a fait des ateliers. Et l'objectif de ces ateliers, c'était de se dire, bon, bah voilà, on est une collectivité locale de proximité, en quoi l'IA peut nous aider. Donc ces ateliers, c'était des ateliers d'idéation. Il en est sorti un top 3 sur 3 projets à mettre en place. Donc le premier, c'était facile parce que c'était pas de l'IA. Ça répond à une question qui est d'optimisation d'agenda et de salle. Donc voilà, on leur a dit comment on pouvait faire sur Outlook. Ça existait déjà et c'était pas de l'IA. Le second, en fait, ça fait écho à vos problématiques. C'est de se dire, finalement, avec l'IA, comment je peux sécuriser mes marchés publics et m'aider dans les analyses qui prennent beaucoup de temps. Quand on cumule tout le temps d'analyse et de rédaction des marchés publics d'une collectivité, c'est quelque chose d'assez effrayant. Donc voilà, on est en plein travail justement pour benchmarker des solutions d'aide à la production de marchés publics. Et le troisième sujet, en fait, là, c'était directement tourné vers les Suresnois, c'était comment favoriser les déplacements pour les personnes porteuses de handicap. Et là, on est retombé sur quelque chose qui est essentiel dans l'IA, c'est la data. Finalement, est-ce qu'on connaît bien nos rues? Est-ce qu'on connaît toute l'inclinaison de chaque trottoir, tous les obstacles, etc. Donc pour avancer sur ce projet, donc c'est en cours, ça a commencé par prendre un stagiaire pour nettoyer la donnée, ça va lui prendre à peu près 6 mois. Donc voilà, et derrière, c'est vraiment intéressant parce que c'est une réelle opportunité de retravailler ensemble et de se reposer des questions en disant voilà, l'IA peut servir à tout un tas de choses, quoi. Et les questions en fait des collègues, je pense qu'on a les mêmes que les citoyens, c'est que en parallèle de ça, on expérimente avec des représentants de chaque direction l'utilisation d'IA générative. En l'occurrence chez nous c'est Copilot. Donc passer l'effet waouh, ouais, il sait me faire un résumé, oui, il sait me résumer mes réunions, on n'a plus besoin de faire de compte rendu et de distribution des tâches parce que ça le fait et ça le fait plutôt très bien, donc ça, on est très très content. Mais dans un second temps, il y a des questions qui viennent. C'est-à-dire que là, nous, on se réunit tous les vendredis matins pendant 30 minutes. Et une fois qu'on a eu passé toutes les démos qu'on a acculturées sur comment je construis mon prompt pour qu'il me donne une réponse qui soit correcte et que je passe pas plus de temps que ça, on en est maintenant à... mais au fait, ça donne quoi au niveau environnemental et derrière, c'est quoi l'éthique, effectivement, si on devait s'orienter vers des IA qui sélectionnent et qui fassent des choix, quoi. Donc je pense qu'on en est tous à peu près au même niveau et on continue d'essayer d'expérimenter. Voilà le retour que je peux vous faire. C'est une très bonne transition vers la dernière partie de cette matinée, puisque pour construire une IA proche des citoyens, il faut surtout construire une IA qui garantit et qui les droits fondamentaux, qui soit respectueuse du droit. On l'a vu, l'IA, elle permet aujourd'hui des bénéfices, mais elle a aussi des risques qui doivent être encadrés juridiquement. Et dans votre rapport, Gabriel, vous rappelez que juridiquement, il est toujours requis parce que nécessaire de rendre un service public, pour rendre un service public plus juste, qu'il y ait une intervention humaine qui soit là et qui soit possible. On l'a déjà un petit peu évoqué avec Parcoursup, mais vous citez également d'autres exemples. Je pense par exemple à l'exemple de l'AMS, l'Agence nationale pour l'emploi en Autriche, où justement cette intervention humaine n'a pas été faite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr, et merci pour votre question. Effectivement, on a essayé dans le rapport de mettre le plus d'exemples possible parce qu'il me semble, et je crois que cette matinée le montre assez bien, qu'on réfléchit aussi très bien à partir d'exemples concrets. Pas pour dire forcément c'est mal ou c'est bien, mais qu'en tout cas parce qu'on comprend plus précisément et plus concrètement les questions que ça pose. Et en l'occurrence, l'évocation de ce cas, donc pour le résumer brièvement, le Pôle emploi autrichien a mis en œuvre en 2019 un algorithme qui en fait assignait un score d'employabilité aux personnes qui s'inscrivaient auprès de ces services. C'était un algorithme en fait assez simple de régression logique qui en fait scorait du coup les demandeurs et demandeuses d'emploi en fonction de caractéristiques personnelles qui leur étaient propres. Et 3 catégories de personnes étaient donc distinguées. Dans le groupe A, vous aviez les personnes qui étaient considérées comme tout à fait dynamiques et propres à retrouver un emploi par elles-mêmes. Dans le groupe B, vous aviez une catégorie de personnes pour lesquelles l'algorithme avait considéré qu'on pouvait leur proposer une formation, voire une reconversion professionnelle. Et dans le groupe C, des personnes qui étaient considérées comme très éloignées de l'emploi et devant probablement être approchées par d'autres services sociaux. Or, ce qu'une étude approfondie des données et de cette régression logistique a montré, c'est qu'en fait, des facteurs rentraient évidemment en compte dans l'attribution de ce score et qu'en particulier, si vous étiez par exemple une femme avec des enfants à charge, si vous étiez par exemple une personne en situation de handicap ou même si vous étiez tout simplement une personne de plus de 30 ans, vous aviez un score défavorable. Ce qui, d'une certaine manière, se comprend logiquement au regard des données qui constituent l'algorithme, mais ce qui ne va évidemment pas sans susciter des interrogations sur le fait que cette
cet algorithme, comme on le sait désormais toutes et tous très bien, reproduisait fortement le passé, et de ce point de vue-là, soulevait un certain nombre de questions qui auraient probablement dû être prises en charge avant son déploiement. Alors, il y a eu une épopée judiciaire, il a été considéré comme illégal par la CNIL nationale, mais autorisé en appel. Aujourd'hui, il est a priori complètement arrêté au regard des polémiques qu'il a suscitées. Et moi, je crois que ce qui est très important de se rendre compte, c'est qu'en fait, dans beaucoup de cas, les algorithmes qui font parler d'eux parce qu'il y a une forme de scandale, ça nous aide aussi à nous poser des bonnes questions, qui sont souvent des questions complexes, en fait, auxquelles il n'y a pas de réponse forcément évidente, mais qui en tout cas permettent de mettre sur le tapis certaines questions. Et du coup, je crois qu'on parlera un peu plus tard de ce que prévoit le règlement de l'Union européenne sur l'IA, mais notamment, du coup, ça me permet d'y faire juste rapidement référence ici, puisque les systèmes d'IA qui sont considérés comme à haut risque par ce règlement impliquent un certain nombre d'obligations qui doivent être prises en charge à la fois par les concepteurs de ces systèmes, mais aussi par les déployeurs de ces systèmes, dans lesquels, du coup, entre notamment le contrôle humain et la gestion des biais discriminatoires. Du coup, on aura l'occasion d'y revenir, mais effectivement, ça permet de connecter un cas concret avec des obligations juridiques qui rentreront en application en août prochain. Et on va même y revenir tout de suite, puisque pour cadrer l'usage de l'intelligence artificielle, il y a en effet une réglementation française, mais une réglementation également européenne qui s'est un petit peu constituée. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques grands principes ? Oui, tout à fait. Alors, désolé, je pense qu'on a déjà beaucoup vu cette pyramide des risques, mais du coup, pour que ce soit clair, à quelques jours après l'entrée application du coup de la toute petite brique rouge en haut, puisque depuis le 2 février dernier, les systèmes d'IA considérés comme interdits du coup le sont réellement, et cette obligation est rentrée en œuvre. Le règlement IA, qui est un règlement de l'Union européenne type marché, sécurité des produits, il procède à une approche par les risques, et du coup, pour le dire schématiquement, il a classé les systèmes d'IA en fonction de leur usage en catégorie de risque, avec tout à fait en haut les applications qui sont prohibées du fait de leur nature, telles que le crédit social, la manipulation, l'exploitation des vulnérabilités. Et puis en orange, vous avez la grosse brique qui en fait est la plus conséquente et la plus importante dans ce régime juridique, puisque c'est celle des systèmes d'IA à haut risque, donc qui sont énumérés dans le règlement par renvoi ou directement, et pour lesquels du coup il y a toute une série d'obligations qui s'appliquent. À noter que nous, ce qui nous semble très important aujourd'hui aux défenseurs des droits, c'est que ce règlement IA, il prévoit par renvoi vers des normes harmonisées dont on a compris hier, avant-hier, toute l'importance qu'elles avaient, puisqu'elles ont été largement mentionnées par les différents acteurs et actrices présentes au sommet pour l'action sur l'IA, qui appellent notamment à une internationalisation de ces standards. Donc on voit bien tout l'enjeu qu'il y a ici. Aujourd'hui, ces normes harmonisées, elles sont en cours d'élaboration par le JTC 21, qui est l'organe nommé par l'Union européenne pour procéder à ces travaux. Et il y a un enjeu, selon nous, à ce que les voix, notamment de la société civile, soient entendues et écoutées, puisque c'est à la fois une question de normalisation, donc une question très technique, mais aussi une question de droits fondamentaux. Et ça, je pense qu'il ne faut pas du tout l'oublier. Et puis pour finir brièvement, il y a juste en dessous les applications à risque limité, pour lesquelles il y a une obligation simple de transparence, mais qui en fait n'est peut-être pas si simple que ça. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur les enjeux de la transparence et la façon de faire en sorte qu'elle se concrétise réellement pour l'usager de façon individuelle et puis pour le collectif en général. Et puis tout en bas, les applications pour lesquelles il n'y a pas d'obligation précise. Mais du coup, peut-être que j'enchaîne directement sur la transparence. J'allais dire, est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce grand principe de transparence, qui est un principe qui est transversal justement dans votre rapport et sur lequel vous insistez beaucoup? Oui, alors, voilà, sans faire un cours, parce que je pense qu'on est tous au courant ici de l'importance. Et d'ailleurs, c'est frappant aussi, je trouve, de voir que beaucoup d'acteurs politiques, parfois, et même dans les lois qui ont été votées, ont avancé le principe de transparence comme une forme de légitimation de la mise en place des systèmes automatisés dont on parle. Et du coup, ça nous a semblé d'autant plus important, en fait, de s'y intéresser et de se demander quels en étaient les enjeux et quels étaient les obstacles aujourd'hui à sa concrétisation pratique. Les enjeux, on y voit 3 enjeux en fait. D'abord, il faut évidemment dire que c'est pas du tout nouveau. Et en fait, quand on parle de système d'IA et d'algorithme, à mon sens, si la transparence pose des enjeux renouvelés, c'est surtout l'intervention humaine en fait qui est complètement nouvelle dans le paysage juridique, parce que pour le coup, c'est un principe qui n'avait pas été challengé jusqu'ici. Il y a plusieurs textes qui s'empilent. Le règlement IA, je viens d'y faire référence, mais aussi le cadre juridique relatif à la protection des données à caractère personnel, le RGPD, dans le champ de l'action publique administrative classique, on va dire, et la loi informatique et liberté. Mais les enjeux qu'on y voit, et je pense que c'est peut-être important de commencer par ça pour avoir peut-être une vision de ce qui s'y joue, évidemment, il y a un enjeu individuel pour l'usager. Dès 2016, la loi française a prévu que quand une décision administrative individuelle est prise, qu'elle soit partiellement automatisée, au sens où un système d'IA a fait une recommandation qui ensuite est adoptée, ou d'ailleurs pas,
par l'agent en charge, il doit y avoir, à peine de nullité, une mention explicite qui en informe l'usager. Et on a l'occasion de voir aux défenseurs des droits que dans certains cas, c'est malheureusement pas le cas, ou c'est le cas de façon pas assez convaincante, parce que c'est une mention en police subite au recto de la feuille, qui ne nous semble pas correspondre aux standards qu'on est en droit d'exiger. Il y a un enjeu collectif, parce que Hubert Guillot y a fait référence juste avant, mais le législateur français, dès 2016 également, a prévu une obligation de publication en ligne. Donc c'est pour les collectivités et administrations de plus de 50 ETP des règles qui encadrent les principaux traitements algorithmiques qui sont utilisés pour prendre des décisions individuelles. Et aujourd'hui, c'est pas que le défenseur des droits, le Conseil d'État a également le dit, on s'aperçoit que cette obligation, elle est malheureusement très peu appliquée, alors que nous, on y voit un enjeu crucial pour pouvoir, CF, ce que je disais sur Parcoursup et Sciences Po Bordeaux un peu plus tôt, permettre de mettre dans le débat les choix politiques qui sont faits et que ça ne reste pas seulement un enjeu d'experts techniques, puisqu'en l'occurrence, ça a des réelles conséquences sur les usagers et usagères du service public. Et puis, ça a été fait référence également dans les prises de parole précédentes. Il y a, selon nous, un enjeu d'intelligibilité pour l'administration de sa propre action, au sens où il s'agit évidemment de faire en sorte qu'à un moment où ces systèmes sont de plus en plus mis en œuvre, l'administration ou la collectivité concernée reste au centre de l'expertise et que les agents qui y travaillent ne perdent pas le sens et la capacité de comprendre les décisions qu'ils et elles sont amenés à prendre sur la base de ces systèmes. Du coup, voilà, c'est un peu dans l'ensemble et avec ce panorama qu'on s'est intéressé à la concrétisation de ces obligations. Et justement, à la fin de votre rapport, vous faites un certain nombre de recommandations pour que cette intelligence artificielle, quand elle est utilisée par les administrations, que ce soit des administrations étatiques ou par des collectivités territoriales, elle soit correctement utilisée. Vous avez notamment 4 grandes recommandations, 4 grands principes. Est-ce que vous pouvez nous les résumer ici en quelques mots ? Oui, alors je pense qu'il y en a plus que 4, mais en tout cas peut-être qu'on s'était dit qu'il y en avait 4 qui nous intéressaient particulièrement aujourd'hui. Alors la première, en fait, on se dit que peut-être qu'on pourrait en France simplifier le droit applicable, parce qu'en fait parfois on se retrouve dans des situations où bientôt il y aura les obligations du règlement IA qui s'appliqueront, parce que le règlement IA prévoit l'article 86 qu'il y a un droit à l'explication pour les décisions individuelles qui sont prises sur la base d'un système d'IA à haut risque. Alors, le contenu de ce droit reste encore peut-être à peaufiner. Mais en tout cas, ce droit est posé comme tel et s'appliquera dès le 2 août prochain. Il y a ensuite tout ce qui est corpus réglementation sur la protection des données à caractère personnel, où il y a des obligations de transparence qui s'appliquent, et ceci de façon accrue si la décision est entièrement automatisée. Et il y a les obligations qui sont codifiées au Code des relations entre le public et l'administration et qui valent que la décision soit entièrement ou partiellement automatisée. Donc on se dit que aussi bien du point de vue de l'administration, de la collectivité, que du point de vue de l'usager ou de l'usagère, si on peut arriver à faire en sorte que ce droit soit envisagé de façon plus simple et en même temps tout aussi efficace, ça nous semble une bonne idée. D'un point de vue outillage des administrations, parce qu'on a conscience que c'est des obligations, je viens juste d'en exposer un petit bout qui sont particulièrement complexes parfois, il y a un guide qui nous apparaît extrêmement précieux, qui avait été fabriqué par Etalab, qui est un département de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, et qui précisément visait à aider les administrations à les aider dans la bonne application de ces règlements, notamment en leur expliquant quand est-ce qu'il faut prévoir une mention individuelle. Et nous, on appelle à ce que ce guide soit enrichi et à ce qu'il soit adapté pour les collectivités territoriales, parce qu'on se rend bien compte des enjeux que ça pose juridiquement et du bénéfice que ça pourrait avoir d'avoir un guide, ou même plusieurs en fait, qui ferait office d'outils pour les personnes en charge du bon respect de ces obligations. Hubert Guillot, donc là, il y a fait référence. Il y a quand même un fort enjeu aujourd'hui dans le fait que beaucoup des obligations légales qui visent à publier en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques ne sont pas respectées, et ça nous semble dommageable. Donc on appelle évidemment les administrations à s'en emparer, et on appelle également à former en interne les agents, puisqu'effectivement si ces systèmes peuvent aider à gagner en productivité, à améliorer, etc., il ne faut pas oublier qu'il y a, à notre avis, et je crois que les cafés IA, ce qu'on a dit, il y a une forte demande de formation. Et par ailleurs, dans le règlement de l'Union européenne sur l'IA, il y a des mesures qui sont spécifiques, qui sont prises sur le contrôle humain, et on se rend un peu compte du temps agent que ça peut représenter quand on voit en fait toute la capacité
que les humains en charge doivent avoir pour pouvoir efficacement superviser ces systèmes. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout oublier le fait qu'il y a potentiellement en fait, de l'argent aussi et du temps à mettre sur la table pour former les agents en charge. Et on appelle, et ça c'est une recommandation générale du défenseur des droits, mais d'ailleurs dans la lignée aussi de nos rapports sur la dématérialisation, à associer les usagers du service public aux dispositifs qui sont mis en œuvre. Un peu après le rapport dont je vous parle, le défenseur des droits a sorti un rapport sur l'ANEF, l'administration numérique des étrangers en France, donc qui concerne les préfectures en premier lieu. Et l'une de ces recommandations, c'est également d'associer, de consulter régulièrement les parties prenantes de cette plateforme, aussi bien les usagers que les agents, parce qu'il y a de nombreux bugs qui, selon nous, pourraient être pris en charge, identifiés et pris en charge beaucoup plus tôt si de telles consultations étaient organisées durablement. Voilà, pour vous répondre brièvement. Merci beaucoup et rapidement pour se laisser un temps parce qu'on y tient au temps de questions-réponses. Est-ce que l'intervention de Gabrielle globalement, mais également et surtout les recommandations qu'elle vient de présenter, ça vous inspire quelque chose? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous permettrait justement de mettre en place une intelligence artificielle dans les collectivités territoriales sans que cela soit aussi trop lourd? Nous, de notre côté, comme on est une administration locale, c'est vraiment l'administration de proximité et puis on bénéficie plutôt de la confiance de nos usagers. On a très rapidement ressenti le besoin de mettre en place une charte. C'est-à-dire que oui, la ville va utiliser l'IA, c'est de donner un cadre sur cette utilisation. Et cette charte, en fait, c'est quelque chose qu'on va faire sur le premier semestre 2025, mais on va la faire avec nos usagers. L'idée, c'est qu'en fait, elle soit co-rédigée avec les Suresnois pour leur expliquer notre démarche, être vraiment dans la transparence de ce qu'on fait, des limites qu'on s'impose, parce que même si on essaye de comprendre, on ne comprend pas forcément tout. Au bout d'un moment, dans certaines IA, il y a des black box et on n'a pas envie d'aller forcément là-dedans. Donc l'idée, c'est mettre en place cette charte avec nos Suresnois pour que derrière, ce soit bien accepté par tout le monde. Oui, je crois que dans les collectivités qui se sont saisies, qu'elles se soient saisies de l'IA ou pas, les agents l'utilisent. Mais de façon intempestive. C'est-à-dire pour faciliter, je le disais en introduction, pour faciliter leur travail. Aujourd'hui, on sait que 86% des étudiants utilisent l'IA dans leurs études. Et ce sont les agents de demain, ce sont les professionnels de demain. Imaginez 3 secondes qui ne vont pas utiliser cet outil qui leur facilite le travail dans le monde professionnel, c'est tout simplement aberrant. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité à travers une charte ou tout autre document de poser un cadre dans la collectivité et c'est très important. Après, il faut faire attention à ce que ce cadre soit pas non plus trop lourd, qui ne nous contraigne pas et ne nous empêche pas le développement qu'on peut avoir, parce que faut quand même pas perdre de vue que les collectivités, c'est nous qui avons le pétrole. Alors, je sais pas, vous voulez l'appeler le blé, le pétrole, l'or. C'est nous qui avons les données. Et ces données, c'est ces données-là qui entraînent l'intelligence artificielle. Donc, il faut qu'on puisse avoir accès quand même à ces innovations à travers les entreprises de notre territoire, les start-up qui sont assez dynamiques quand même. En France, on a cette chance-là. Et je crois qu'on forme 50 000 ingénieurs. Ah, 40 000, moi j'avais 50. Bon. Donc bientôt 100 000. Effectivement, on a eu des annonces de notre président qui nous annonce 100 000 étudiants formés, enfin ingénieurs formés. Donc attention, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a eu un double discours. Enfin, on parle de réglementation et à la fois on est tous conscients qu'on en a besoin de cette réglementation. On a besoin de chartes à l'usager. Effectivement, quand on est dans des collectivités de proximité, on le travaille naturellement, et c'est sûr. Mais quand on entend l'allocution de dimanche soir, on entend aussi un message qui dit attention, est-ce que c'est opportun de traiter les risques avant de traiter le développement et de rentrer dans la course à cette IA. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver le bon curseur. Et je pense que les collectivités, on est quand même... et ça manque souvent dans ce pays, en politique surtout, imprégné de bon sens. Voilà, parce qu'on est au plus proche des besoins. Et donc, voilà, trouvons le bon équilibre entre la réglementation qu'il faut avoir et qui est indispensable, et celle qui va nous alourdir et nous empêcher d'avancer dans cette course et de devoir demain subir des modèles qu'on ne veut pas, en fait, parce qu'on n'aura pas déployé les nôtres. Voilà.
Merci beaucoup à l'ensemble de nos intervenants. On va maintenant laisser un temps aux questions-réponses. Déjà, Monsieur Alési, on va dresser le temps de questions dans la salle. Je ne sais pas où... Oui. Bonjour, Philippe Casse, Tomorrow Territories. Merci pour la présentation, c'était vraiment fascinant. J'avais une question pour les membres de l'administration, qui était la suivante, qui était aujourd'hui, on voit donc les budgets qui diminuent, on voit l'IA qui arrive et qui on pousse super fort. À quoi on doit s'attendre? Est-ce qu'on doit s'attendre à un virage à 180 degrés? Est-ce qu'en fait c'est une petite adaptation? Comment est-ce qu'on pense à tout ça? Alors je veux bien répondre. Alors c'est une excellente question parce que alors surtout alors moi je suis issue d'un département, les communes c'est encore autre chose. La situation budgétaire des départements elle est catastrophique. On le sait, on en parle. On est dans le rabot permanent. Donc, chaque collectivité va devoir faire face aux investissements qu'on devra faire, qui vont être porteurs de retour sur investissement, retour sur environnement, parce que c'est aussi important. Et justement, on a besoin de l'IA. Effectivement, quand on rabote, on va se retrouver à un moment donné où on va se dire, le projet IA qu'on avait prévu, on avait mis 40, 50 000 euros sur ce projet, c'est celui qu'on sacrifie. Moi, j'ai la problématique au niveau de la direction des systèmes d'information où j'ai dû raboter. Et soit je touchais au changement de mes cœurs de réseau, ce qui est absolument impensable, soit j'enlevais des logiciels, soit j'ajournais un projet IA. On a fait le choix d'ajourner le projet IA. Donc, votre question, elle est pertinente parce que c'est les choix politiques qu'on va faire. Alors après, attention, je l'annonce là, je n'ai pas dit mon dernier mot. Et s'il faut le payer de ma poche, je le payerai de ma poche parce que je pense qu'il faut qu'on y aille. Il faut qu'on arrive à trouver les fonds. Et c'est bien qu'on soit en parallèle de ce sommet et qu'on nous ait annoncé 109 milliards, mais il va falloir qu'il y ait quelques milliards pour nous. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. On est volontaire. Je crois qu'on a prouvé à maintes reprises qu'on était vraiment au fait de l'innovation dans ce territoire, et notamment à travers les territoires connectés. On s'est saisi des déploiements fibres à travers les réseaux d'initiatives publiques. On est capable, on est en capacité de mener cette course à l'IA, j'ai envie de dire, mais par contre, pas sans argent, quoi. Voilà. Au niveau des collectivités locales, effectivement, on contribue à l'effort. Donc voilà, les budgets sont plutôt en baisse. Moi, je suis dans une collectivité où les impôts ont augmenté de 0 centime depuis le début du mandat. Donc autant vous dire que chaque année, il faut faire des efforts supplémentaires, mais ce qui est plutôt une bonne chose en termes de gestion. Et en fait, on se rend compte que effectivement, dans le contexte, les budgets vont plutôt être à la réduction et parallèlement, les besoins de nos citoyens sont en augmentation. Donc nous, on voit l'IA tout simplement comme une opportunité pour se dire qu'on va rationaliser et essayer d'automatiser certains traitements qui aujourd'hui sont chronophages, mais quelque part inutilement, pour potentiellement repositionner des agents en service public. Donc en fait, on le voit vraiment comme une opportunité, quoi. Et c'est vraiment c'est pour ça qu'on est dans une logique d'expérimentation. On souhaite pas louper ce train-là, même si tout n'est pas encore complètement calé. Sur certaines expérimentations, on comprend bien qu'on peut pas encore y aller parce que la loi ne nous l'autorise pas. Mais c'est vraiment d'essayer d'être pragmatique et vraiment, le maître mot, c'est l'efficience, quoi. Si quand on investit sur l'IA, quelque part, on a un gain qui est supérieur, faut y aller. Oui, bonjour, Nicolas Berthaud, directeur de l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle en Bourgogne-Franche-Comté. Une question un peu dans la même veine pour vous, messieurs du Grand Paris. Est-ce que finalement vous envisagez de mutualiser vos moyens au sein de la métropole? Première question. Et puis deuxième question, au-delà même des acteurs publics, aussi avec les acteurs privés, parce que vous en avez fait état, et notamment sur la question du fonds qui alimente le financement de ces projets que vous avez cité tout à l'heure. Merci. Peut-être alors, je pense que
Les métropoles, c'est une mise en commun. C'est-à-dire que c'est la gouvernance d'une métropole, enfin, la métropole du Grand Paris, c'est encore 130 communes qui forment le cœur de la gouvernance. Et ce sont les élus. Les élus des métropoles sont les élus des communes. Hein. Donc c'est une structure de mise en commun pour répondre à des défis collectifs. Conceptuellement, ça sert quand même à ça, une métropole. Effectivement, alors en l'occurrence, la métropole de Grand Paris mais comme toutes les métropoles, assez jeune. Et donc le travail aujourd'hui, notamment sur le numérique, a été beaucoup du partage de bonnes pratiques, du mutualiser, effectivement, de mettre des moyens, etc. La question, je pense, de la mutualisation, d'aller sur peut-être même des infrastructures, c'est des choses qui sont devant nous, pour pas vous mentir, qui peuvent être adressées. Il n'est pas exclu qu'effectivement la raréfaction de l'argent public et les opportunités apportées par les transformations, les évolutions technologiques vont peut-être forcer aussi à une meilleure organisation de l'action publique globalement, peut-être pas chacun dans son coin, il y a sans doute des éléments de mutualisation à réfléchir. Donc ça, c'est un enjeu. Je pense qu'effectivement, comme j'ai dit rapidement tout à l'heure, l'une des forces du numérique, c'est la capacité de passer à l'échelle. Hein, et donc on fait des économies d'échelle extrêmement fortes quand on mutualise. Et donc ça, je pense que c'est un enjeu, en tout cas pour la métropole, nous, je n'ai pas d'annonce à faire, mais c'est des choses sur lesquelles nous on réfléchit beaucoup et qui se construisent dans le temps. Mais oui, ça sera sans doute un vrai enjeu, y compris. Et c'est vrai aussi d'ailleurs, par exemple sur les risques cyber, le fait d'avoir quelque chose de mutualisé permet, au-delà de l'économie d'échelle, aussi d'avoir une capacité peut-être plus forte à mutualiser aussi le risque d'une certaine manière. Et sur votre dernière question, plus sur le fond, donc nous on a mis en place un outil financier. Bon, les compétences juridiques de la métropole font qu'on ne peut pas financer des acteurs privés, hein, donc on ne peut pas financer les entreprises. C'est la prérogative monopolistique de la région Île-de-France, donc on ne le fait pas. Par contre, la stratégie qu'on a mis en œuvre, en fait, c'est de se dire une des manières de soutenir l'écosystème entrepreneurial, c'est par la commande publique. Et en fait, c'est le levier de la commande publique. Et, notre approche est de dire, en fait, il y en a deux. Il y a l'expérimentation. Finalement, quand vous êtes dans un business, dans une activité urbaine, et bien en fait, l'accès au territoire et aux agents de la commune, c'est un enjeu. Et donc finalement, faciliter l'expérimentation. Vous avez une solution, venez la déployer à titre expérimental sur un territoire et ouvrir le territoire à expérimentation. C'est une première aide qu'on peut apporter aux entreprises. C'est une valeur en tout cas. Et une deuxième aide, c'est de dire c'est de la commande qui en un sens est plus vertueuse que de la subvention. C'est aussi de dire accompagnons. On a la chance d'avoir des communes comme Suresnes qui sont très pionnières, early adopteurs, etc. Et donc c'est intéressant aussi d'apporter des effets de levier financiers en disant aux entreprises, vous pouvez, par la commande publique, finalement, vendre votre produit et ça coûte moins cher, en l'occurrence, à la commune, puisque c'est cofinancé par la métropole. Voilà un peu les mécanismes à droit constant, en tout cas droit d'action et compétences de la métropole qu'on a mis en place. Voilà. C'est un événement qui est hybride. On a donc également des personnes qui sont connectées en ligne. Je me tourne vers mes collègues pour se faire le relais des questions qui nous sont posées en ligne. Plusieurs questions pour Monsieur Noyer, dans la ville de Suresnes. Question sur la solution technique d'IA générative de chatbot que vous utilisez. Comment vous avez constitué votre base de connaissances. Vous indiquez également que vous demandez aux citoyens s'ils souhaitent s'opposer à l'enregistrement de la conversation. Mais est-ce que cet enregistrement sert à l'entraînement de l'IA ? Et on a une dernière question, on en parlait précédemment là, sur le financement de ce voice boss et de ce chatbot en investissement, en fonctionnement. Quelles sont un peu les grandes masses ? Donc, dans l'ordre, alors déjà, juste pour faire écho à la mutualisation, c'est quelque chose qui est vraiment important et on a eu cette subvention parce que justement, on est persuadé que notre projet a un caractère réplicable. C'est-à-dire ce qu'on a réussi à faire au niveau d'une petite collectivité, puisque nous, dans ma direction, on est 18 personnes et on doit assumer tout le numérique de toute la ville. Donc on est une petite équipe et effectivement, on est vraiment dans une logique de mutualisation. Donc sur la cyber, nous, comme on n'a pas les moyens, on mutualise un RSSI au niveau de Paris-Ouest La Défense, qui est notre ETP. Et puis quand on va sur ce type de projet, quelque part, on a la chance d'utiliser des solutions qui sont des solutions en mode SaaS, qui sont directement dans le cloud. Donc à minima, évidemment, sur des data centers qui répondent à la réglementation européenne. Et puis si c'est des solutions souveraines,
on sera encore plus content, on sera ravi. Là, en l'occurrence, sur cette solution technique, c'est pas souverain, c'est pas français, parce que quand on a fait le benchmark, les solutions françaises ne répondaient pas, mais on serait ravi qu'il y en a qui puissent répondre. Donc nous, on utilise une solution du marché qui s'appelle Genesis et qui a l'avantage d'intégrer les différents aspects, quoi. C'est-à-dire que j'ai ma solution et dedans ça embarque le voicebot, ça embarque le chatbot en faisant tourner des IA. Les IA aujourd'hui, c'est les IA de Genesis qui ont l'avantage sur le site d'être documentés. Donc on sait pourquoi et comment un appel est jugé comme un appel où notre interlocuteur est satisfait et notre agent a entre guillemets bien répondu. Donc ça c'est très clairement documenté. Et pour la construction de la base de connaissances, c'est un travail qui est vraiment important. Elle n'existait pas en tant que telle, cette base de connaissances, donc il a fallu la créer. Et pour ça, en fait, il a été créé un service qui s'appelle le service guichet unique, avec son responsable qui est allé prendre son bâton de pèlerin et aller demander dans toutes les directions quelles étaient les questions les plus posées, quelles étaient les réponses pertinentes. Et on a formalisé tout ça dans une base de connaissances, en fait, qui est propre au logiciel. Et cette base de connaissances, à la fois, elle est interrogée par les bots, mais elle est aussi et surtout interrogée par l'ensemble de nos collègues sur l'intranet. C'est-à-dire que cette base de connaissances, on en a fait une FAQ sur l'intranet, ce qui fait que tout le monde peut l'interroger et surtout voir si les réponses sont à jour. Parce que c'est ça qui est compliqué. C'est une fois qu'on a les réponses, c'est les mettre à jour en permanence. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Oui. On va prendre une toute dernière question. Il y a une question juste ici. Bonjour, Antoine Durigan, directeur de l'association Zoomacom, centre ressources départemental en médiation numérique pour le département de la Loire. Non, c'est plus qu'une question, c'est une remarque. On a pas mal parlé de souveraineté depuis tout à l'heure, etc. Bon, alors il y a un exemple non souverain qui vient d'être dit, donc c'est pas pour vous étrier ce que je vais dire, mais hier, au sommet de l'IA, je suis tombé des nues sur le ministère de l'Éducation, qui se glorifiait de former les instits. Donc Hubert, tu soulignais le fait que les profs étaient quand même très inquiets, etc. Et il les formait par le réseau Canopé à l'utilisation de ChatGPT pour apprendre ce que c'est que l'IA. Je me dis, avec tous les moyens qui ont été investis par je prends François parti sur les EdTech. On a beaucoup parlé ANEC et sur toutes les solutions qu'on a en France, sur Mistral, etc. Dire pourquoi on forme les gens. Et moi, c'est une remarque aussi générale de dire en tant que citoyen, je me dis mais pourquoi collectivement on se donne pas cette ambition, cette obligation de se dire on va sur des IA souveraines, sur essayer de développer des choses. Aujourd'hui, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des moyens de le faire, même en auto-embarqué, si vraiment on veut aller au bout du truc. C'est faisable. Faisons-le, quoi. Alors, moi, j'ai envie de réagir parce que il y a des choses qu'on se dit jamais, en fait. Et t'as tout à fait raison, Antoine. On utilise Microsoft massivement. À l'AVICA, on a eu une espèce de mini-séminaire avec la DGSI qui nous expliquait justement qu'à partir du moment où on a Teams, Microsoft, WhatsApp, il fallait pas s'imaginer que nos données étaient sécurisées, même si on a signé toutes les conventions du monde avec eux. Donc ça, on le sait tous, mais on n'en parle pas, et on parle de souveraineté. Donc quand ChatGPT, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Donc c'est bien de pousser. Alors l'éducation nationale, moi je l'ai pas entendu, ça questionne. Donc à quel moment on va vraiment se dire qu'est-ce qu'on met derrière le mot souveraineté ? Parce que si on veut vraiment protéger nos données, parce que là on est en train d'alimenter les IA américaines qui sont confiées à des big tech. Quand même, il faut quand même se le dire, c'est pas les big state qui gèrent, c'est les big tech, c'est OpenAI, c'est-à-dire avec un intérêt de profit, et ce qui est tout à fait normal pour une entreprise. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Sauf, est-ce que c'est ce qu'on veut voir arriver chez nous demain ? Moi, je suis pas certaine. Donc, c'est une vraie question, la souveraineté de nos données.
Je peux vous faire un retour d'expérience, parce que une de nos ambitions, c'est d'embarquer les agents. Donc, quand on veut embarquer les gens, on ne va pas commencer tout de suite par les limiter, en tous les cas. Mais moi, comme je suis DSI, j'aime bien savoir ce qui se passe chez moi. Donc, on a planifié des rapports, en fait, où tous les lundis matins, j'ai ce qui a été utilisé la semaine précédente comme IA. Tout est utilisé. Les agents, ils utilisent tout. Français, pas français, voilà. La solution qu'on préconise n'est pas la plus utilisée. Donc effectivement, quand on voit ça, comme un abîme, qu'on se dit waouh. En tous les cas, c'est utilisé. C'est la bonne nouvelle. Et la seconde, on se retourne directement vers le DPO en disant attention, si c'est utilisé pour des choses qui sont très anonymes, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce qu'on n'embarque pas de la donnée personnelle, de la donnée confidentielle? Et là, ça fait un peu peur. Donc, on est allé chercher notre DPO, justement, en poussant des articles, en publiant ces données aux managers, en disant voilà vos agents, voilà ce qu'ils utilisent toutes les semaines. Donc, si vous n'utilisez pas dans vos équipes, c'est utilisé. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. Mais derrière, il va falloir qu'on continue cette acculturation en disant déjà les données personnelles, jamais, alors que ce soit effectivement sur des IA avec lesquelles on a des accords, on espère que c'est quand même mieux que celles pour lesquelles on n'a aucun accord, et où au contraire quand on valide les CGU, on s'aperçoit qu'effectivement ils sont en droit d'utiliser et nos questions et les résultats des questions. Donc il y a ça. Et puis, je pense qu'effectivement, dans le sens de l'histoire, c'est de se dire qu'on a cette capacité. En France, on a une IA quand même qui fait référence, qui est Mistral. Et c'est plutôt en tant que collectivité et qu'administration d'aller vers ça, quoi. Mais voilà, nous, on essaye d'être pragmatique. Donc, pour l'instant, on utilise ce qui fonctionne, ce qui est disponible sur le marché. Et je pense que ça nécessite des évolutions. En parallèle, on participe à un consortium avec une société française de la French Tech qui s'appelle Neoledge, qui emploie des chercheurs sur l'IA, donc des gars qui travaillent en entreprise mais aussi à l'université, et avec qui on essaye de mettre en place des IA justement pour analyser nos contenus, mais qui soient pour le coup souveraines, quoi. Donc on essaye d'avoir les différents chemins, quoi. Merci beaucoup à toutes et à tous pour l'ensemble de vos interventions. Pour conclure le temps de cette matinée, je vais maintenant accueillir François Blouvac, qui est donc responsable inclusion numérique et services au public au sein de la Banque des Territoires. Merci encore à toutes et à tous. Bonjour à tous. Je voudrais à nouveau remercier nos intervenants. En vous écoutant, j'étais assez frappé par la lucidité qui se dégage de la façon dont on a d'appréhender ce sujet. Finalement, cette réaction collective à une révolution technologique qui vient bousculer, bouleverser un grand nombre de sujets, et en particulier cette dimension du rapport à la puissance publique et des usagers aux politiques publiques. Et c'est intéressant parce que je trouve que cette lucidité, cette maturité, elle tranche avec l'état d'esprit qui, il y a une dizaine d'années, avait pu prévaloir lorsqu'on avait commencé à parler de solutions technologiques autour de la Smart City, où le discours était parfois un peu naïf, un peu technocentré. Et on voit bien aujourd'hui que on intègre dans la réflexion la dimension de l'impact que peut avoir ce type de révolution, en y faisant face, je parlais de lucidité, en regardant une chose qui arrive et qui a déjà impacté les usages des citoyens au quotidien. Et donc, il ne servira à rien de simplement mettre en place des barrages, mais de s'adapter et de définir les modèles sociaux spécifiques qui font notre société et qui peuvent permettre justement d'en tirer le plus grand bénéfice. Donc on l'a vu ce matin, il y a vraiment les deux aspects qui cohabitent, cette question, cette promesse de l'optimisation des politiques publiques et de leur pilotage, et parallèlement la question de la relation aux usagers et de la facilitation de l'accès à ces services publics, aux droits en général, ce qui a été évoqué par le défenseur des droits, qui permet finalement de ne pas entraver
l'accès au droit. C'est comment aujourd'hui la technologie permet de dépasser ça. Or, on voit bien qu'il y a une finalité qui est très importante, c'est finalement de restaurer la confiance dans l'action publique, qui est pour nous un élément essentiel parce que c'est une source de cohésion sociale et territoriale et que c'est au cœur de notre modèle social et de ce que nous représentons. Et comme cette révolution technologique, elle vient d'un monde ouvert, c'est important de pouvoir non pas opposer notre modèle, mais préserver notre modèle et adapter cette technologie à la préservation et au respect de ce que nous faisons, de notre organisation des collectivités territoriales, de cette relation particulière que nous avons au service public en France et à l'échelle européenne plus largement. Alors, aujourd'hui, la Banque des Territoires essaie de construire son utilité dans ce grand défi de l'IA et de la digitalisation avec 3 propositions de positionnement. D'abord, rappeler que nous sommes une institution financière qui soutient les technologies qui améliorent l'efficience des services publics, tout en accompagnant les usages, et j'y reviendrai ensuite. Le deuxième axe sur lequel nous voulons avancer, c'est le soutien à la création d'une IA souveraine. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la définition de ce qu'est la souveraineté, mais s'il fallait simplement donner vraiment à très gros traits un axe, c'est simplement pouvoir défendre des modèles qui ne vont pas nous contraindre par des choix technologiques et qui fassent que l'usage d'une solution technologique nous enferme dans une logique qui viendrait nier ce qu'on est capable de faire, notre libre arbitre, s'il fallait employer des grands mots. Et donc là-dessus, sur la question des infrastructures, la Banque des Territoires, sur les réseaux, sur les data centers, a des moyens d'accompagner les acteurs publics locaux, en particulier pour déployer ces outils. Et puis la troisième dimension sur laquelle la Banque des Territoires est très sensible, alors là aussi c'est une page qui est encore à largement écrire, mais c'est important de poser le postulat, c'est de développer une IA qui soit responsable sur le plan environnemental et éthique. Et donc là-dessus, cette dimension de valeur, cette dimension d'impact de cette solution technologique, elle doit être posée et nous souhaitons pouvoir l'accompagner. Donc, dans la question qu'on pose ce matin sur la relation aux usagers, c'est donc le premier point, le premier axe qui est surtout important, soutenir les technologies qui améliorent l'efficience des services publics et les usages. Et je voudrais insister sur les usages. Pourquoi ? Parce que la question qui se pose, c'est, on l'a vu, aujourd'hui, la facilité qu'offrent ces technologies, elle vient satisfaire une grande partie de la population. Aujourd'hui, 2/3 des Français sont très à l'aise avec les usages numériques et trouvent facilement du bénéfice à utiliser ces outils. On peut accéder à un guichet de service public plus facilement, sans la contrainte de faire la queue, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, dématérialiser des procédures, déposer des documents, mieux comprendre le fonctionnement de l'ensemble des services publics. Et c'est très bien pour 2/3 des Français. Le problème, c'est que face à ces 2/3, il y en a 1/3 qui exprime une difficulté, un empêchement à accéder dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de tous les jours, son accès au droit, sa capacité à comprendre le moyen de se saisir de ces outils et de cette promesse de plus grande efficience. Et on voit bien que pour parvenir à aider ce tiers des Français, qui d'ailleurs n'est pas un tiers fixe, ceux qui sont aujourd'hui à l'aise avec les outils numériques ne le seront peut-être pas à l'occasion de nouvelles révolutions technologiques, et ceux qui maîtrisent aujourd'hui assez facilement des outils qu'on pourrait dire primaires, peut-être seront désarçonnés par l'intelligence artificielle et ce que ça implique dans leurs usages et leur rapport au service public. Et donc, nous souhaitons nous accorder une attention particulière à ce tiers des Français pour ne pas perdre leur capacité à ce qu'ils
continuent à profiter de cette digitalisation de la relation au service public. Et pour ça, nous essayons d'être présents sur un spectre assez large en apportant des réponses à différents échelons. D'abord avec des réponses classiques sur de la médiation. On a évoqué les conseillers numériques. C'est un dispositif que nous opérons pour le compte de l'État aux côtés des acteurs publics locaux parce que ce sont eux qui en portent la charge essentiellement, même si l'État y consacre des moyens. Ce dispositif, il est essentiel. Ce n'est pas une fin en soi. Les 4000 conseillers numériques qui existent depuis quelques années, depuis maintenant 5 ans, ont permis d'accompagner des Français dans leur pratique, d'abord en les acculturant pour certains d'entre eux et donc en leur permettant de devenir autonomes, pour d'autres en continuant à les accompagner pas à pas parce qu'ils auront toujours besoin de cet accompagnement et c'est un élément essentiel. Sur l'accès au droit, je voudrais également évoquer ce qui s'est passé dans les France Services que nous accompagnons, le déploiement de ces guichets qui ont à la fois permis de ne pas nier l'apport de la digitalisation des services publics, tout en remettant de la présence humaine avec un principe de base. Chaque Français est à moins de 30 minutes, c'est même la réalité aujourd'hui, à peu près à 20 minutes d'un lieu physique dans lequel les services publics essentiels, les 12 grands opérateurs qu'ils y trouvent dans les 2800 France Services, permettent de renouer cette confiance et de redonner de la lisibilité et de permettre à tous ceux qui ne maîtrisaient pas ces outils de pouvoir accéder à leurs droits. Et c'est un élément essentiel. Alors ça ne suffit pas à régler tous ces problèmes d'accès aux droits, mais ça y a largement contribué. Et le succès qui est à la fois reconnu par ceux qui font le fonctionnement de ces lieux, les grands opérateurs, les 12 grands opérateurs, les collectivités territoriales qui s'en sont saisies, mais surtout les usagers qui expriment un taux de satisfaction très élevé et qui sont de plus en plus nombreux à fréquenter ces lieux. Et puis, si on veut progresser durablement, il faut aussi parler de la formation initiale. Alors, j'ai entendu ce que disait Antoine sur les travers de l'éducation nationale qui formait via le réseau Canopé à des outils peu souverains. Mais globalement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans l'éducation au numérique et l'éducation par le numérique, qu'il y a dans l'éducation par le numérique de très beaux champions français qui apportent des solutions concrètes, que ce soit dans des outils de la vie scolaire, des outils qui permettent d'améliorer la pédagogie des enseignants, qui permettent d'améliorer la prise en charge de publics en difficulté et qui font qu'il y a avec le numérique à l'école des solutions qui sont apportées pour aider ces élèves les plus en difficulté, pour aider les enseignants et pour fluidifier la relation entre parents, enseignants et élèves. Et puis, il y a aussi le travail qui est fait sur la formation continue et la question que se pose de plus en plus de filières économiques sur la nécessité d'accompagner leurs salariés dans la maîtrise de ces outils. Et ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est que lorsqu'on forme un salarié, il y a de grandes chances qu'on forme aussi un citoyen à maîtriser ces outils et à avancer. Donc, vous le voyez, on a ce panorama, c'est l'utilité que la Banque des Territoires essaie de construire dans ce grand moment et dans ce grand débat qui est devant nous. Je crois que ce qui est important, c'est aussi de bien cerner la responsabilité collective. C'est vrai de l'État, c'est vrai des collectivités territoriales, c'est vrai du monde entrepreneurial. Il faut aujourd'hui pouvoir, et c'est par là que je commençais, regarder lucidement quelles sont les opportunités et les menaces qui existent par rapport à cette révolution technologique et surtout avoir conscience que ça pose fondamentalement la question du modèle social qu'on veut préserver. Et si j'ai insisté sur le fait qu'il y a aujourd'hui un tiers des Français qui sont en difficulté, c'est parce que cette révolution technologique, elle ne fonctionnera que si elle s'adresse à tous. C'est le fameux principe d'Aristote, c'est que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. C'est pas qu'un slogan publicitaire, c'est une vraie conviction qu'il faut arriver à embarquer tout le monde, faute de quoi on aura un système qui va dérailler et qui exclura plus qu'il n'apporte de solutions.
En tout cas, vous l'avez compris, la Banque des Territoires est très heureuse de pouvoir créer les conditions ce matin du débat et de la présentation des positions, mais surtout reste un opérateur qui est à la disposition de tous ceux qui veulent avancer sur ces sujets, sur la base des points que j'ai évoqués, et qui essaie de construire avec vous des solutions qui soient respectueuses de notre modèle. Merci à vous. Merci beaucoup François, merci à l'ensemble de nos intervenants. Je le rappelle, comme l'ensemble des temps de ce cycle, vous aurez évidemment le replay ainsi que le support de la présentation qui seront disponibles sur le site de la Banque des Territoires, et puis un podcast sera issu des échanges de ce matin. Et je vous invite donc, si vous le pouvez bien sûr, à nous retrouver cet après-midi pour avoir le retour d'expérience donc des acteurs publics en matière d'attente sur l'usage de l'intelligence artificielle. Merci à toutes et à tous, à bientôt.